Tous le croyaient bon à rien, un incapable. Il devient empereur avec l'aide de sa petite amie magicienne et sauve le monde. Théo est un loser ordinaire, né sur une île pauvre dans un monde où les démons et les monstres naissent de l'énergie obscure appelée chaos. Là des démons qui ravageaient sa terre natale et du roi cruel, pire que Kim Jong-un et Poutine réunis, il décide de quitter l'île pour devenir plus fort. Il atteint le continent principal et, grâce à ses efforts, dompte la force du chaos pour créer une crête, qui lui confère des pouvoirs surnaturels ainsi que le titre de noble. Malgré sa crête, Théo restait un roturier sans territoire ni allié. Et il erra sur le continent pour se renforcer, suffisamment pour sauver un jour sa ville natale de Sistinia. Son destin changea un jour où il vit une jeune fille, harcelée par un groupe de soldats armés. Étant un mâle alpha, Théo ne put le tolérer et se précipita pour l'aider. Confrontant les soldats pour avoir attaqué une femme, il exhiba son blason pour les repousser, mais leur chef ne craignait pas de combattre un noble sans nom et ordonna à ses hommes de l'attaquer. Théo enchante son épée et son armure en utilisant son blason, et se rue ensuite sur les soldats, les désarmant rapidement. Il commence à lutter tandis que les soldats l'encerclent. Malgré cela, il réussit à les faire fuir, et la jeune fille est impressionnée. Elle se présente comme une sorcière nommée Seluga et dit à Théo qu'elle n'a jamais eu besoin de son aide car son garde du corps, Irvine, est un surhomme capable d'utiliser le pouvoir du chaos. Elle demande à Théo où il a obtenu son emblème, et il répond qu'il l'a créé lui-même, afin de sauver sa patrie du chaos. Seluga est impressionnée et pense qu'il a du potentiel, mais elle sait aussi qu'il est si faible qu'il ne peut même pas gouverner un petit village pour le moment. Elle décide donc de donner un coup de pouce à son entraînement, et invoque un chien démon à deux mains à l'aide de la magie. Elle dit à Théo de le vaincre et d'absorber son chaos pour renforcer son blason. Il crie qu'il n'a même pas d'assurance. Mais il dégaine quand même son épée pour affronter le démon. Il frappe aveuglément le démon, qui saisit son épée, et le secoue comme s'il était de l'autre type de viande. Le démon le jette, mais juste au moment où il s'apprête à lui dévorer la tête. Théo lui transperce le cœur et le vainc. Il tremble encore en se relevant, puis il met sa main dans l'énergie chaotique libérée par le corps du démon pour l'absorber. Seluga manipule son blason évolué et dit à Théo que maintenant il est aussi fort qu'un chevalier peut conclure un contrat avec un seul sorcier. Elle ne lui laisse aucune chance de refuser ses avances, et lui jure immédiatement fidélité en tant que son sorcier. Théo pense qu'obtenir un joli sorcier n'est pas une mauvaise affaire, puis Seluga lui dit qu'ils sont maintenant prêts à aller au combat. Le noble qui a envoyé ses soldats attaquer Seluga plus tôt reçoit un message selon lequel un chevalier nommé Théo exige qu'il lui remette ses terres et son blason. Le noble rit en apprenant qu'il n'y a que 3 intrus, mais lorsqu'ils font leur apparition, Seluga lui dit qu'ils sont assez nombreux pour le vaincre. Le sorcier de la cour du noble a entendu parler du génie de Seluga, et il passe de son côté, car le noble a rompu le traité qui interdit à quiconque attaquer des sorciers qui ne sont pas encore sous contrat avec le seigneur. Il déclare que le noble sera déchu de son titre une fois la nouvelle parvenue à l'association des sorciers et lui ordonne de remettre son blason et ses terres à Théo immédiatement. Le crétin est furieux et décide de prendre les choses en main. Il attaque Théo mais est repoussé, et lorsqu'il tente de se relever, Irvine est déjà derrière lui, un couteau pointé sur sa gorge. Le noble se fait dessus et remet son blason à Théo, qui l'absorbe suivant les instructions de Seluga. Il plaint le noble qu'il vient de chasser de sa maison, et Seluga lui dit de se réjouir, puisqu'il est désormais le propriétaire de ce territoire. Il s'inquiète de la réaction des autres nobles, mais le vieux sorcier se porte volontaire pour conclure un contrat avec lui afin de négocier avec les voisins. Seluga explique ensuite la situation politique actuelle sur le continent à Théo. Le continent a été ravagé par une longue et cruelle guerre entre 2 groupes appelés l'Alliance et l'Union. Un jour, leurs dirigeants en ont eu assez du bain de sang et ont décidé de mettre fin à leur guerre par un mariage diplomatique entre leurs enfants, afin de pouvoir combiner leurs armoiries pour créer les armoiries de l'empereur, qui mettrait fin à l'ère du chaos une fois pour toutes. Tout le monde était ravi de participer à ce mariage historique, et Seluga était également invitée. Cependant, alors que les mariés marchaient vers l'hôtel, elle remarqua que le chaos se rassemblait. Elle se précipita vers l'allée et arrêta le couple, avant de se précipiter sur scène pour disperser le chaos. Avant qu'elle ne puisse rien faire, Irvine, qui était alors le garde du corps de la mariée, la maîtrisa, et au moment où elle commença à expliquer ce qu'elle faisait, il était trop tard. Le chaos convergea en un seul point, et l'église devint soudain plus sombre que mon avenir, et des ténèbres émergea le seigneur démon. Le seigneur démon emprisonna les chefs des 2 factions, et ils utilisèrent le pouvoir de leurs armoiries pour affronter leur ennemi juré. La puissance combinée de leurs armoiries fut incapable de quoi que ce soit contre le seigneur démon, qui les tua d'un seul coup de son épée. La mort tragique des 2 chefs brisa les mariages de leurs enfants, et les 2 groupes redevinrent ennemis.
Seulement quelques mois s'étaient écoulés depuis cette tragédie, et Seluga se rendait au rendez-vous d'un noble libertin qui avait signé un contrat avec elle, accompagné d'Irvine, qui avait décidé de se consacrer à elle pour expier ses erreurs lors du mariage. C'est alors que le soldat tenta de l'attaquer, et il vint à son secours. Elle l'informe alors que la plupart des nobles de cette région appartiennent à l'Alliance, mais elle souhaite qu'il rejoigne l'Union, car ainsi il pourra commencer sa conquête. Théa fait une migraine car il ne comprend pas ses plans, mais Seluga l'assure que tout ira bien car elle est à ses côtés. Seluga réalise que Théa n'était pas faite pour être une souveraine, et prend les fonctions officielles en main. Elle apprend que tous les seigneurs voisins convoitent leur territoire, pensant que cela ne sera pas difficile de faire tomber un nouveau seigneur. Elle laisse Irvine patrouiller les frontières et décide d'invoquer un démon félin, pour l'aider à transmettre un message à son amie Aishela. Peu après, Théa lui rend visite pour lui demander quel est son but en essayant de l'aider. Seluga répond qu'elle en a assez des nobles qui ne convoitent que le pouvoir et laissent le peuple souffrir à cause de leur avarice. Elle affirme être une grande admiratrice du légendaire héros Léon, qui aurait restauré l'ordre dans un monde ravagé par le chaos. Seluga pense que Théa possède les mêmes caractéristiques et les mêmes idéaux que le légendaire héros, et c'est pourquoi elle a décidé de le servir. Quant à elle, elle veut simplement avoir une chance de prouver ses capacités sans se faire des nobles arrogants pour la freiner à chaque pas. Quelques jours plus tard, un noble ambitieux marche vers le château de Théa avec son armée, et Seluga lui dit qu'il n'a même pas besoin de se battre car son ami est déjà là. Elles sortent pour accueillir Aishela, qui était autrefois la supérieure de Seluga à l'académie de magie, mais a échoué à ses examens et travaille maintenant comme mercenaire surhumaine. Aishela est vraiment heureuse de voir son amie, mais lorsqu'elle apprend que le seigneur qu'elle a choisi de suivre n'a que des idéaux élevés, elle la plaint. Après cela, Seluga, Aishela et Aishela se tiennent en première ligne au début de la bataille, tandis que Théa reste aux portes. Tous se précipitent pour affronter les attaquants. Seluga piège des soldats entre des murs de roche, puis leur inflige une véritable foudroiement en invoquant la foudre. Soudain, le sorcier du noble ennemi l'attaque par derrière. Seluga parvient à esquiver le coup fatal, et en regardant le sorcier qui annule son sort d'invisibilité, elle reconnaît Id, un de ses aînés de l'académie. Il projette de la prendre en otage pour mettre fin rapidement à la bataille, mais Seluga refuse de se rendre et l'affronte au corps à corps. Tous deux s'épuisent rapidement, puis Théo arrive en courant pour les aider. Seluga, car c'est elle qui est désavantagée ici. Il déclare que c'était son combat au départ et attaque le mage ennemi. Théo parvient à le pousser dans un coin et à le blesser, mais le mage n'est pas prêt à abandonner et se rue sur lui de toutes ses forces. D'un autre côté, Aishela tabasse l'ennemi grâce à ses cuisses puissantes. Cependant, le chef des soldats ennemis garde délibérément ses distances pour gagner du temps. Aishela comprend son stratagème et décide de l'attaquer en premier. Au lieu de simplement le tuer, elle lui tend une embuscade et l'embrasse, juste avant d'essayer de l'étrangler. Je ne dis pas que je suis jaloux, mais ce sacré vénard ne veut pas mourir. Alors qu'une maman l'étouffe, alors il la saisit et ordonne à ses soldats de la transpercer en passant par lui. Aishela le lâche et se défend contre les soldats, donnant assez de temps au garçon pour s'enfuir. Elle semble avoir pris de l'affection pour lui et lui crie de la rejoindre après la bataille. Non loin d'elle, Irvine affronte des mercenaires engagés par le noble ennemi. Il s'en débarrasse rapidement grâce à ses compétences d'assassin, mais le chef des mercenaires utilise son pouvoir spécial et se transforme en homme d'acier. Irvine ne peut endommager sa peau épaisse, il continue donc d'esquiver ses attaques jusqu'à ce qu'il voie une occasion de lui crever les yeux. Le noble ennemi décide d'affronter Irvine lui-même, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Théodore arrive avec le mage ennemi qui a été capturé. Le noble regarde autour de lui, puis commence à rire comme un fou avant de se rendre. Il se propose ensuite de devenir le subordonné de Théo car il a réalisé que s'allier à un véritable maître comme lui serait plus profitable que toute autre chose. Théo accepte le noble Lassique comme subordonné et absorbe son blason. Et en retour, il accorde à Lassique le blason de son subordonné. Peu après, une prêtresse de l'église vient rendre visite à Théo. La relation entre l'église et les mages est comparable à celle des républicains et des démocrates, et Seluga les déteste tellement qu'elle ne veut même pas ouvrir la porte à la prêtresse. Cependant, Théo a entendu dire que les prêtres soignent souvent les personnes dans le besoin. Il veut donc au moins entendre ce que ses invités ont à dire. Il ouvre la porte aux grandes dames de Seluga, et la jeune fille aux cheveux roses se présente comme la prêtresse Priscilla et promet de faire de son mieux pour le soutenir dans sa bataille contre le chaos. Entre-temps, la conquête de la région par Théo progresse sans encombre, grâce à l'aide de Lassique et de son magicien. Lassique prévoit d'étendre encore davantage ses territoires, mais Seluga lui dit que Théo n'est pas intéressé car il veut libérer sa patrie de la tyrannie de la noblesse qui y règne. Elle a un plan détaillé pour cela, mais pour l'instant, elle pense qu'il devrait d'abord choisir un nom de famille.
Siluka suggère à Théo de choisir le nom de famille Cornero, d'après un héros célèbre de sa patrie, qui a été trahi par la famille de la noblesse actuelle qui y règne. Il aime l'idée, et Siluka commence alors à travailler sur son plan. Elle fait démissionner Théo de l'Union et le fait rejoindre l'Alliance, mais le vieux magicien lui dit, à propos des rumeurs disant que Théo n'est que la figure de proue, tandis que Siluka est celle qui dirige la région. Elle se sent mal de voler la vedette à son seigneur et va s'excuser. Mais Irvine interrompt leur rencontre pour les informer qu'un désastre chaotique s'est produit dans la ville. Ils se précipitent vers la ville où un bâtiment a pris feu spontanément. Pendant que Siluka soigne les blessés, Théo se précipite pour éteindre l'incendie. Mais soudain Siluka ressent la même aura glaciale qu'elle a ressentie avant l'arrivée du démon. Avant l'arrivée du seigneur démon le jour de la grande tragédie du mariage. L'incendie prend la forme d'un démon, et Théo se jette dessus avec témérité. Le démon de feu est immunisé contre les attaques physiques, et Théo est dépassé. Donc Siluka demande à Aishela de détourner l'attention du démon pendant qu'elle prépare sa défaite. Elle utilise un sort puissant pour attaquer le démon avec un canon à eau, et il contre-attaque avec son souffle de feu. L'attaque de Siluka l'emporte, et elle enferme le démon dans une sphère d'eau. Mais c'était la pire décision qu'elle pouvait prendre car le démon explose soudainement, après sa mort et projette des débris partout. Siluka pense que c'est fini pour elle, mais Théo arrive au dernier moment et la protège des débris qui volent. Elle perd connaissance et se réveille le lendemain matin avec Aishela à ses côtés. Dès qu'elle apprend que Théo souffre encore des conséquences de elle. Explosion, elle se précipite à son chevet, mais découvre que ses blessures sont plus graves que les siennes. Siluka lui prodigue les premiers soins tout en le remerciant de l'avoir protégé. Elle révèle que le mage supérieur l'a sermonné pour avoir imposé ses plans. Mais Théo est reconnaissant pour tout ce qu'elle fait et lui dit qu'elle est celle qui lui a montré la bonne façon de faire. Bientôt, le roi de la région déclare la guerre à Théo en raison de sa puissance croissante. Et Siluka lui conseille de rallier tous les nobles indépendants de la région sous sa bannière pour riposter. Alors que le jour de la guerre arrive, Théo n'a reçu aucune réponse. Des nobles et seuls ses anciens alliés sont à ses côtés. La nuit, les gens qu'il a récemment sauvés du démon de feu viennent à son aide et déclarent qu'ils sont prêts à se battre et à mourir pour leur seigneur. Théo hésite à les laisser combattre, mais Siluka lui dit qu'il doit respecter les vœux de son peuple. Théo accepte ses paroles et utilise son blason pour créer un drapeau holographique dans le ciel tandis qu'il dit à son peuple de combattre à ses côtés. Le drapeau se pose sur ses alliés, et ils reçoivent sa marque gravée sur leur poitrine, indiquant qu'ils ont la protection et la bénédiction de leur seigneur. La guerre commence le lendemain, avec l'armée de Théo, encore largement surpassée en nombre par les forces du roi. Il les conduit vaillamment, et chacun utilise ses compétences pour pulvériser l'armée ennemie. Le roi décide d'envoyer ses forces de réserve au front, voyant que son armée est repoussée, mais soudainement, les seigneurs indépendants arrivent sur le champ de bataille pour aider Théo. Ils encerclent le roi et l'attaquent de tous côtés, le forçant à s'enfuir. Siluka transmet le message à Théo, et il ordonne à ses troupes d'achever les soldats ennemis restants. Ainsi, la bataille est gagnée. Après cela, Siluka rend visite à Lady Marion, la dirigeante de l'Alliance et la future mariée, de ce mariage tragique, pour discuter de l'intégration de Théo à l'Alliance. Marion a entendu parler de la conquête de la région sud par Théo, et elle demande à Siluka de lui laisser le temps de réfléchir. Elle pense qu'avoir Théo et Siluka à leur côté serait une bonne chose. Mais son mage de cour, Avest, qui est aussi le père adoptif de Siluka, s'y oppose car il ne fait pas confiance aux gens qui changent aussi facilement de camp en politique. Marion affirme qu'elle pourrait devoir faire la guerre à Théo et demande à Avest s'il est prêt à laisser sa fille mourir, mais il n'y voit aucun problème. Il dit à Siluka que sa demande d'intégration de Théo à l'Alliance est refusée et lui dit de demander à son seigneur de renoncer à son titre et de s'enfuir. Siluka est furieuse de sa réponse, mais en se levant, elle dit avec assurance à lui et à Marion qu'ils se rencontreront bientôt sur le champ de bataille. Elle se rend immédiatement auprès du comte Villard, un puissant noble de l'Union et cousin de Marion, comme plan B, mais il refuse même de la rencontrer, car il est le seigneur libertin, avec lequel elle était censée avoir un contrat, mais qu'elle a abandonné pour un autre maître. Il demande à son mage de cour de dire à Siluka qu'il n'a pas l'intention de s'allier avec Théo, car il n'y a aucun intérêt pour lui à le faire. Siluka revient les mains vides et informe Théo et les autres que Marion est les. Le roi d'Efron va bientôt les attaquer, et son armée sera environ 5 fois plus grande que la leur. Théo déclare que même s'ils perdent, ils leur donneront un sacré combat, et ses alliés sont prêts à le suivre jusqu'au bout. Bientôt, lorsque les forces de l'Alliance arrivent à leur château, et que les mercenaires sous le commandement d'Aishela ne parviennent pas à leur infliger de dégâts, les chevaliers de l'Alliance utilisent leurs arbalètes à plasma pour abattre les murs du château, et Aishela se précipite pour l'affronter au corps à corps. Elle tue quelques chevaliers tout en déviant leurs flèches plasma, mais alors qu'elle est en retraite, une flèche la touche en un point vital. Siluka se précipite auprès de son ami et pleure, croyant qu'Aishela va mourir.
mais la prêtresse Priscilla arrive pour la ramener de la mort. Pendant qu'elle soigne ses blessures, Siluca sort pour aider ses soldats. Théo a déjà la situation sous contrôle, et tandis que les chevaliers de l'Alliance enfoncent la porte et entrent dans le château, il ordonne que les portes secondaires soient fermées, avant d'attaquer les chevaliers de tous côtés. Voyant qu'ils sont encerclés, les chevaliers battent en retraite, mais ensuite, Théo reçoit une mauvaise nouvelle concernant la mort d'un de ses alliés de confiance. Il apprend que Lassique lui-même a été vaincu et bat en retraite, mais c'était juste une partie de son plan pour attirer l'ancien roi et ses soldats dans un passage étroit, un chemin de montagne pour vaincre ses ennemis un par un. Le roi panique alors que Lassique continue de tuer ses soldats et leur ordonne de battre en retraite. Mais Irvine et d'autres mercenaires ont pris le contrôle du champ de bataille, forçant le roi à rester sur place. Il décide d'affronter Lassique directement, et il s'engage dans un combat à l'épée classique. Le roi repousse Lassique, mais il contre-attaque et casse une de ses épées. Ils se ruent l'un sur l'autre de toute leur force pour porter le coup final, et Lassique sort victorieux après avoir tué l'ancien roi. Il retourne au château avec les troupes qu'il a faites prisonnières, et Théo le félicite pour sa victoire, avant de lui dire, lui aussi le commandement des nouvelles troupes. Il sait qu'ils peuvent gagner quelques batailles, mais gagner la guerre est impossible, et leur prochaine stratégie est de négocier avec les forces de l'Alliance pour qu'elles se retirent. Stiluca explique les détails, en disant que la seule chose qui convaincra l'Alliance de se retirer est que Thiévo renonce à son titre et quitte le pays. Ils ont déjà accepté de le faire, et c'est pourquoi Lassique, qui a tué ancien roi, deviendra le prochain dirigeant de la région sud. Lassique n'aime pas l'idée que Théo doive tout donner, mais il répond qu'il aura toujours sa réputation et Stiluca à ses côtés. Donc il pourra faire un retour quand il le voudra. Cependant, alors que Stiluca tente de négocier la fin de la guerre, son père, cet imbécile, déclare que ils ne reculeront pas sans la tête de Théo. Elle revient et informe tout le monde des conditions. Et tout le monde refuse de laisser Théo être sacrifié. Simultanément, Albinost informe Marion et les chevaliers que Théo a proposé des termes pour une reddition pacifique, mais qu'ils ont refusé. Les chevaliers pensent que c'était la bonne décision, et ils veulent vaincre Théo et son armée pour sauver la face. Marion craint que le comte Villard puisse les attaquer par derrière s'ils concentrent trop de leurs soldats sur le front, mais les chevaliers sont confiants que lui ne les attaquera pas puisqu'il a refusé d'aider Stiluca plus tôt. Elle dit aux chevaliers de faire ce qu'ils veulent, et le lendemain, la plupart de ses forces attaquent le château de Théo, tandis qu'elle reste derrière avec seulement une centaine de gardes. C'était le moment qu'attendait Villard, et ses soldats attaquèrent Marion alors qu'elle était le moins gardée. Les chevaliers de l'Alliance se replient immédiatement pour protéger leur dame, et Stiluca est tellement ravie qu'il soit sain et sauf qu'elle ne peut s'empêcher de chasser Théo. Tout le monde savoure le goût de leur victoire, et plus tard il découvre qu'Eshela a survécu grâce à la guérison de Priscilla. Plus tard, Théo tient une réunion pour annoncer à tous que les chevaliers de l'Alliance se sont repliés définitivement après avoir subi trop de pertes, et ils peuvent maintenant se détendre. Stilipic lui dit qu'ils doivent cela à Villard, mais qu'il n'est en aucun cas leur allié, et qu'il pourrait bien devoir le combattre ensuite. Parlant du loup, Villard fait son entrée à la réunion avec son mage de cour. Il salue Théo, qui le remercie pour son aide, et Villard lui dit de ne pas y penser, puisqu'il voulait se venger de Marion depuis longtemps. Stiluca lui présente également ses excuses pour avoir rompu son contrat avec lui auparavant, mais il répond qu'elle devrait retourner à ses côtés maintenant, et qu'il oubliera tout ce qui s'est passé. Il demande à Théo de devenir le roi du Sud et lui propose son alliance. Alors que Lassique et les autres acclament Théo, il refuse de prendre l'offre de Villard car cela signifierait laisser partir Stiluca. Il propose de lui abandonner tous ses titres et armoiries, et de devenir son chevalier pour pouvoir garder sa bien-aimée à ses côtés. Villard le considère comme un simple larbin, mais son magicien lui conseille de l'accepter comme subordonné car cela lui serait bénéfique. Villard accepte Théo comme son chevalier et lui dit à lui et Stiluca de s'installer prochainement dans son château. Il s'en va, puis Théo remet son territoire et son armée à Lassique, qui jubile. Lui rester fidèle et venir à son aide chaque fois qu'il en aura besoin. Priscilla veut suivre Théo aussi, mais il lui dit de demander à Villard à ce sujet car c'est lui le chef maintenant. Pendant qu'ils parlent tous de l'avenir, Stiluca rougit en réalisant qu'elle tombe amoureuse de Théo. Dès qu'ils arrivent au château de Villard, où il assigne Théo comme garde du corps, tandis que Stiluca va rencontrer les mages qui sont à son service. Après les présentations, le mage roux dit à Stiluca qu'elle va assister ce soir à une fête pour accueillir un prince d'une nation étrangère. Le soir, Théo rejoint également la fête pour accueillir le prince Mills, qui a une érection à chaque fois qu'il entend quelqu'un parler d'ambition. Il a entendu dire que Théo avait renoncé à son rang et à ses terres pour un simple sorcier, et il le manque ouvertement de respect. Mais lorsqu'il apprend que Lassique, qui règne actuellement sur la région sud, ne détient la position de roi que en l'absence de Théo, il change quelque peu d'avis. Plus tard,
Théo nettoie la bibliothèque pendant que Stiluka lui lit l'histoire des sorcières, qui ont le pouvoir d'invoquer des esprits et des démons. Stiluka explique que les sorcières sont différentes des sorciers, et que celles qui sont liées au monde des démons sont appelées sorcières noires, tandis que leurs opposées sont appelées les sorcières blanches. Avec elle, elle raconte à Théo des surhumains qui ont muté en vampires immortels, et en loups-garous à la régénération infinie, qui ont combattu le seigneur démon dans le passé. En entendant parler d'autant de personnes puissantes, Théo se lamente sur l'impuissance des habitants de sa patrie. Alors que Stiluka lui dit qu'il le sauvera certainement un jour pour être convoqué par Villar, qui les présente à Zelma, l'aînée des sorcières blanches. Villar ordonne à Théo et Stiluka de se rendre dans la forêt des ténèbres éternelles et de rencontrer les loups-garous qui ont soudainement quitté leur maison. Zelma explique que la forêt est le territoire des vampires, et il semble qu'il y ait du mauvais sang entre eux et les loups-garous. Ils partent immédiatement pour la forêt et rencontrent un groupe de loups-garous hostiles qui refusent de leur parler de ce qui s'est passé. Soudain, une chauve-souris parlante arrive sur les lieux, dit aux loups-garous que Théo est l'invité du roi vampire, et leur demande de le laisser passer. Les loups-garous sont furieux contre le roi vampire, et ils exigent que leur reine et ses filles leur soient rendues, mais la chauve-souris les ignore et s'envole. Théo la suit et promet aux loups-garous qu'il fera de son mieux pour les aider comme il le pourra. Ils atteignent bientôt le château du roi vampire, où il révèle qu'une sorcière noire nommée Yana a enlevé la reine loup-garou. Il n'a pas l'intention d'interférer dans leur bataille et déclare qu'il n'est plus allié aux loups-garous ni aux nobles. Le roi vampire déclare que tous les nobles portant la crête sont désormais ses ennemis. Et il veut noyer le monde dans le chaos qu'il a autrefois combattu. Il affirme que si les nobles s'unissent et créent le sceau de l'empereur, ils banniront le chaos pour de bon, et les surhumains perdront leur pouvoir. Le roi vampire deviendrait un humain normal et il ne le souhaite pas. Stiluka pense qu'il est responsable de la libération du roi démon pendant la tragédie au mariage, mais ses paroles ont froissé le roi vampire. Théo est prêt à le combattre, mais le vampire n'est pas intéressé et il s'en va, non sans leur avoir indiqué l'emplacement de la reine loup-garou. Théo et Stiluka se précipitent vers la zone où la reine loup-garou combat la sorcière noire, Yana, pour protéger ses filles. La sorcière veut tuer la reine et l'utiliser comme sacrifice pour invoquer le démon Seigneur, et elle est sur le point de le faire. Heureusement, Théo arrive avant qu'elle ne puisse achever la reine et affronte la sorcière, qui est furieuse de réaliser que le roi vampire l'a laissé se battre seule. Elle estime qu'ils ne sont pas à sa hauteur et envoie ses gargouilles les combattre. Stiluka utilise la magie de la foudre, mais ce n'est pas suffisant pour empêcher les gargouilles de s'approcher. Théo vainc celle qui l'attaque puis se précipite immédiatement au secours de Stiluka. Pendant ce temps, Yana prépare son attaque ultime, et envoie son nimbus 3000 surchargé vers Théo. Stiluka tente de le bloquer avec sa barrière magique, mais elle attaque la traverse et Théo la part de justesse. Il utilise sa marque pour enchanter son épée et dévie l'attaque, qui vient frapper le toit. La reine loup-garou voit sa chance et se rue sur Yana après sa transformation. Mais ce n'était qu'un exploit, et son véritable objectif était de libérer ses filles captives. La sorcière les attaque avec des lianes et appelle même les gargouilles en renfort, mais la reine s'en débarrasse rapidement avant de l'attaquer. Yana tente de s'enfuir sur son balai et attaque la reine loup-garou pour l'arrêter, qui parvient malgré tout à lui infliger une profonde griffure sur les jambes, et Théo la rattrape alors qu'elle tombe. Les filles de la reine se transforment également pour combattre la sorcière, mais elle les évite, ainsi que les attaques de Stiluka, et s'échappe par le trou dans le plafond. Les filles se précipitent immédiatement auprès de leur mère, mais elle a subi trop de dégâts pour survivre. Elle demande à Théo de conduire ses filles dehors, puis meurt rapidement. Théo tient sa promesse et le ramène au clan avec son corps sans vie. Les loups-garous organisent des funérailles pour leur reine, dont le corps se transforme en énergie chaotique et se disperse parmi ses enfants. Le nouveau chef des loups-garous remercie Théo d'avoir sauvé ses sœurs et d'avoir ramené le corps de sa mère, et lui promet son allégeance. Théo prend ensuite le contrôle du château du roi vampire et discute avec Stiluka de la manière dont la collaboration avec les habitants de la forêt leur sera bénéfique. Cependant, il a réalisé sa faiblesse après le combat contre la sorcière noire et déclare qu'il doit devenir plus fort à tout prix. Stiluka promet de grandir à ses côtés, tout comme Irvine et les sœurs loups-garous jumelles, qui sont devenues les servantes de Théo. Peu après, Villar reçoit une invitation à la réunion annuelle des nobles de l'Union. Il ne veut pas y aller mais n'a pas le choix, et sa magicienne rousse, Margaret, lui assure que tout le monde le félicitera pour sa récente bataille contre Marion. Villar n'en est pas si sûr, car l'ex-fiancé de Marion n'appréciera pas, et il change de sujet inconfortable en évoquant l'anniversaire de Margaret. Elle est blessée lorsqu'il lui pose la question et quitte sa chambre. Stiluka et les autres magiciennes la voient et elles réalisent ce qui se passe. Apparemment, Villar a appris l'art de la drague auprès de Leonardo DiCaprio lui-même et il quitte toutes ses magiciennes lorsqu'elles ont 25 ans.
Margaret ne veut pas le quitter car elle l'aime, alors Siluka va parler à Vila en son nom. Il pense que ce ne serait pas une bonne chose pour lui de garder Margaret auprès de lui, pour toujours, car elle devrait avoir la liberté de fonder une famille et de vivre sa vie. Vila ordonne à Siluka de préparer la fête d'anniversaire et passe ensuite au sujet de la réunion annuelle de l'Union. Il dit à Siluka qu'elle l'accompagnera avec Théo et Lassik. Il explique que Viscal Brasini, le dirigeant de la ville natale de Théo, sera également présent à la réunion, et qu'il souhaite donc qu'ils s'y confrontent. La fête des 25 ans de Sue et Margaret est organisée, et elle semble un peu triste à l'idée de prendre bientôt sa retraite. Elle l'oublie momentanément en dansant passionnément avec Villar. Mais à la fin de la danse, son humeur se détériore à nouveau. Pendant que Margaret et Villar discutent avec les invités, Théo et Siluka parlent de leur fort désir de les voir ensemble. Théo entraîne ensuite Siluka sur la piste de danse, inspiré par le spectacle qu'il vient de voir, mais il ne sait même pas danser, et Siluka doit lui apprendre sur le champ. Plus tard, le prince Milza l'approche et le traite de grand clown. Théo répond qu'il prend cela comme un compliment, d'avoir pu divertir le prince, ce qui ne lui plaît pas. Il l'appelle dehors et le défie en duel simulé. Milza attaque Théo avec une intensité féroce, mais il continue de bloquer ses attaques. Milza le traite de lâche qui manque de courage pour riposter, mais il est pris de court lorsque Théo contre-attaque. Cela ne suffit pas pour déstabiliser le prince expérimenté, et il met Théo à terre avant de dire. Le pousser à abandonner son attitude défensive. Il prétend que des nobles insensés comme lui sont la raison pour laquelle l'ère du chaos se prolongeait. Déclare que chacun devrait être plein d'ambition pour tuer son ennemi et devenir empereur. Théo rejette son mode de vie et Milza devient furieux, mais il s'en va avant de dire au garçon que ses actions lui coûteront la vie de ses alliés à l'avenir. Siliva arrive pour soutenir Théo émotionnellement et lui dit qu'il devrait suivre son chemin honnêtement et qu'elle le soutiendra quels que soient les choix qu'il fera. Il est bientôt temps de partir pour la réunion de l'Union, mais Villar et ses alliés ont aussi des plans pour conquérir les territoires qui se trouvent entre eux et le point de rendez-vous pendant leur voyage. Ils atteignent un royaume voisin où certains nobles font défection à leur côté tandis que d'autres restent aux côtés de leur roi. Lassac dirige l'armée et Silica lui demande de laisser Théo s'occuper de l'un des nobles indépendants importants tandis que Milza part seul pour vaincre le bras droit du roi. Il charge directement dans le château ennemi et dit aux nobles et à ses hommes de lui remettre leurs armoiries et leurs terres. Il leur donne 3 jours pour faire leurs bagages et partir et il promet de tuer quiconque restera plus longtemps que ça. Le noble se moque de lui, le croyant fou, et ordonne à ses hommes de le tuer. Milza est encerclé par ses ennemis et, alors que le noble l'attaque, il le désarme facilement et le tue avant qu'il ne puisse supplier pour sa vie. Les autres nobles l'attaquent, mais Milza s'en débarrasse rapidement et absorbe leur énergie chaotique dans son blason. Il laisse un témoin et lui dit de remettre discrètement les terres lorsque Lassac viendra ici. En retournant au camp, il se demande comment Théo gérera le noble qui lui a été confié. D'un autre côté, Théo est entré sur le territoire du noble qu'il est censé, après une longue discussion avec Séleucos sur leur meilleur plan d'action. Toute la ville a entendu parler de sa victoire sur les chevaliers de l'Alliance et le peuple le suit lorsqu'il va rencontrer le noble Ladvin. Ladvin lui dit qu'il n'a pas l'intention de se rendre aux forces de l'Union et lui demande de battre en retraite. Théo lui répond que même s'il revient les mains vides, Lassac et son armée vont bientôt prendre d'assaut cette ville et la conquérir de force. Il demande à Ladvin de le combattre hors du château afin que son peuple ne soit pas pris dans les tirs croisés. Étant sage et la manière dont il peut empêcher son territoire de tomber aux mains des forces de l'Union, son peuple ne veut pas qu'il se batte seul et il le convainc qu'ils le suivront partout où il ira. Théo est touché par leur dévotion et dit à Ladvin qu'il devrait accorder plus de valeur à son peuple qu'à sa loyauté envers l'Alliance. Il réfléchit un moment, puis décide de changer de camp et de rejoindre l'Union afin de pouvoir continuer à diriger son peuple. Il admire également Théo ouvertement, disant que c'est un homme aux grands idéaux et que chaque noble devrait lui ressembler davantage. Ladvin promet sa loyauté à Théo, s'engageant à être à ses côtés lorsqu'il récupérera finalement son titre et ses terres. La ville arbore les drapeaux de l'Union aux côtés des siens et Séleucas s'exclame que Théo a dépassé ses attentes en faisant capituler Ladvin si rapidement. Sur le champ de bataille principal, Lassik bat le roi du pays et la nouvelle parvient à Villar. Il est heureux qu'ils aient gagné sans trop de pertes grâce à Théo et Milza qui ont remporté seuls leur combat. Peu après, ils arrivent à la réunion annuelle des nobles de l'Union et Théo se sent déplacé. Les nobles sont divisés en factions, certains saluant Villar comme un héros pour conquérant les royaumes tandis que d'autres remarquent que cela a été préjudiciable à la d'élever toutes les filles sans même essayer.
Il salue Villars, remercie Séleuc d'avoir sauvé sa vie lors de la tragédie du mariage, puis tourne toute son attention vers Théo, affirmant qu'il est un grand admirateur de ses réussites. Après cela, Villars conduit Théo à la rencontre de Rossini, le seigneur actuel de sa terre natale, qui le met en garde de ne pas retourner sur l'île s'il tient à sa vie. Plus tard dans la nuit, alors que Théo repose dans sa chambre, Alexis vient lui parler en privé. Il est perplexe que le chef de l'Union soit venu voir un anonyme comme lui, mais il répond qu'il le respecte. Alexis a entendu dire comment Théo est sorti des rues et est devenu le souverain du Sud, mais il a tout abandonné pour sa fille. Il pleure en disant qu'il aime aussi beaucoup Marianne et qu'il est prêt à abandonner son titre et ses terres pour être avec elle, mais elle ne déviera pas de son chemin. Alexis affirme qu'il veut que les nobles de tout le continent s'unissent pacifiquement et forgent la marque impériale qui pourra bannir le chaos du monde pour de bon. Théo est ému par ces paroles et promet de faire de son mieux pour réaliser ses rêves et l'aider à retrouver Marion. Alexis le remercie et lui demande de trouver le bonheur avec Séleucus avant de partir. Alors qu'il s'apprête à monter dans sa voiture, Irvine remarque qu'ils sont attaqués et alerte tout le monde. Séleucus bloque des flèches avec son mur magique avant que les attaquants ne se jettent sur Alexis. Les jumeaux loups-garous se transforment et éliminent les attaquants, un par un, tandis que Théo et d'autres gardes les repoussent également. Comme un seul homme. C'est que les attaquants ne visent pas Alexis, mais lui, et il se bat pour sa vie. Séleucus est sur le point d'être poignardé par un ennemi, mais le démon chat caché dans son ombre sort pour la sauver. Une fois tous les attaquants maîtrisés, Irvine rapporte à Séleucus que pendant qu'il s'occupait des tireurs d'élite ennemis, il a combattu un assassin qui a réussi à lui échapper. Peu après, Alexis s'en va, se reprochant toujours l'attentat contre Théo. Ce dernier sait qu'il était la véritable cible, et Séleucus remarque que, puisque Alexis était impliqué, les jours de Rossini sont comptés. Elle pense qu'il sera, au minimum, exclu du syndicat, et qu'elles auront bientôt l'occasion de passer à l'acte. Le lendemain, Théo informe Villa de l'attentat, et du fait qu'Alexis est toujours amoureux de Marion. Il est heureux d'apprendre cette seconde chose et raconte comment Alexis et Marion sont tombés amoureux. Ils étudiaient à l'académie et se sont rencontrés un jour à leur cul. Alexis admirait la beauté de quelques pierres sur la route. Dès qu'il a vu Marion, il est tombé si amoureux d'elle qu'il a redécouvert la gravité. Il lui a envoyé des centaines de lettres d'amour et a créé un magnifique dessin de rose dans son jardin avant qu'elle ne commence enfin à lui accorder de l'attention. Pour le remercier, Marion est allée à un bal masqué, où un type au hasard a essayé de lui mettre les mains dessus. Quand elle l'a confronté, il est devenu violent et quand Alexis est venu la protéger, sa petite amie, il a été assommé d'un seul coup de poing. Marion a été touchée par son geste et l'a emmené dans sa chambre, où ils ont appris qu'ils appartenaient à des familles ennemies. Sachant qu'il n'y avait aucun moyen pour eux d'être ensemble, ils ont échangé un baiser avant que Marion ne quitte sa vie pour de bon. Elle a été déprimée longtemps à cause de ça, et ses servantes l'ont emmenée chez Alexis, qui apprenait à chanter à des enfants pauvres. Elle lui a avoué ses sentiments et déclaré que malgré l'inimitié entre leur famille, ils se marieraient un jour. Villars dit que c'est toute l'histoire, et à ce moment-là, il a soutenu leur mariage. Peu après, la conférence des nobles est tenue, et ils exilent d'abord Rossini de l'Union. Ensuite, un noble reproche à Villars d'avoir cherché des querelles avec Marion et de réduire les chances d'une coïncidence pacifique. Théo explique que c'est sa faute s'il a cherché querelle, et que Villars est simplement venu l'aider. Les nobles ne peuvent pas longtemps débattre contre Villars, et la décision d'aller en guerre contre l'Alliance est prise. Ensuite, Alexis s'adresse aux nobles en affirmant que il n'est leur chef que parce que c'était le poste de son père. Il estime qu'il n'est plus apte à ce rôle, et souhaite qu'un nouveau leader soit choisi immédiatement. Il propose Villars comme prochain leader en raison de sa puissance militaire. Mais celui-ci refuse la promotion car il ne veut pas se battre à mort contre sa cousine Marion. Profitant de cela, Marcos se présente pour le poste de prochain dirigeant. Personne ne s'oppose à lui, et la première chose qu'il fait est d'arrêter toutes les hostilités et de reprendre les traités de paix avec l'Alliance. La plupart des gens sont satisfaits de cette décision, mais pas Alexis, car il sait que Marcos veut épouser Marion pour assurer la paix. Lorsque le message parvient à Marion, elle refuse d'accepter le traité de paix et demande à son mage de cour, Albus, de se préparer à la guerre. Elle est affolée par cette décision car elle aime toujours Alexis et pense qu'il n'y a plus aucun moyen de sauver leur amour. Peu après, un noble vient trouver Villars pour l'informer que l'armée de Marion a atteint les territoires voisins et qu'elle peut les attaquer à tout moment. Milzef et Séleucus lui conseillent de ne pas suivre la politique de paix de l'Union et de contre-attaquer immédiatement, mais Villars refuse. Il n'apprécie pas la persistance de Séleucus et la congédie, ainsi que Théo, avant de rembarrer le noble.
Alors que Seleka et Théo retournent sur leur territoire dans la forêt des ténèbres. Elle est toujours contrariée que Villar ait ignoré ses conseils alors qu'ils n'ont aucun moyen d'éviter la guerre. Pour la sortir de son humeur maussade, Théo l'invite à faire le tour du territoire, mais tout ce qu'il trouve, c'est le froid, sous le regard accusateur des habitants de la forêt. Il continue d'avancer à travers la forêt sombre tout en combattant des monstres et explorant des zones inconnues. Il commence bientôt à pleuvoir et il s'abrite dans un arbre creux, où Théo partage une couverture avec Seleka pour se réchauffer. Ils parlent de leur joie d'être ensemble, et Théo finit par dire à Seleka à quel point il craint qu'elle ne devienne définitivement la magicienne contractée de Villar. Elle lui assure qu'elle ne le quittera jamais, et Théo la serre dans ses bras, lui disant combien elle est importante pour lui. C'est Lucien ne pouvant plus le supporter, avoue ses sentiments. Et Théo admet l'aimer aussi, avant qu'ils ne s'embrassent. Par ailleurs, la guerre entre Marion et le voisin de Villar a commencé. Et Milza est venu prêter main forte de son plein gré. Il esquive et dévie les arbalètes à Plasma des chevaliers de l'Alliance et élimine un escadron entier à lui seul. Marion est surprise de voir quelqu'un de son calibre, et lors de la réunion de ses chevaliers. Plus tard, elle accepte de violer les traités de guerre en utilisant un poison au chaos artificiel pour s'emparer de la forteresse ennemie. Ses chevaliers sont stupéfaits par sa décision, mais elle déclare qu'elles ne peuvent pas se permettre de perdre cette guerre. Elle envoie Abbès créer un poison de chaos en mer, tout en ordonnant à ses servantes d'envoyer un message à Milza. Abbès crée le poison de chaos puis l'envoie vers la forteresse ennemie grâce au vent. Le poison engloutit la forteresse et rend tous les soldats incapables de combattre. Marion et ses chevaliers prennent d'assaut la zone peu après et tuent tous les soldats, ainsi que leur chef, avant d'incendier la forteresse. Milza observait le massacre unilatéral de loin, et il trouve cela assez amusant. Soudain, les serviteurs de Marin l'approchent et l'invitent à la rencontrer. Il accepte l'invitation, mais demande aux serviteurs de la conduire jusqu'à lui. Milza a décidé d'abandonner Villar car il manque d'ambition pour unifier le continent, et il souhaite désormais soutenir Marion. Elle arrive bientôt pour le rencontrer et lui demande de soutenir l'Alliance pour unifier le continent. Milza l'interroge sur sa relation avec Alexis, et il sait que Marion ment lorsqu'elle prétend l'avoir surmonté. Il lui dit qu'il ne rejoindra l'Alliance qu'à une seule condition, à savoir qu'elle couche avec lui ce soir. Marion accepte sa condition, lui disant que cela ne durera que pour la nuit, et qu'elle ne lui appartiendra jamais quoi qu'il arrive. Milza n'y voit aucun inconvénient, et Marion le laisse faire pour ses ambitions, et elle appartient officiellement à la rue désormais. Peu après, Marion est prête à envahir le territoire de Villar. Aubesti lui apprend que Milza a tué son père, est devenu le roi de son pays, et a officiellement décidé de s'allier à l'Alliance. Villar se prépare également à la confronter, et il appelle tous ses alliés à unir leurs forces. Ces mages aperçoivent Milza et sa flotte de navires de guerre qui approchent, mais Villar sent que quelque chose d'étrange se passe et leur ordonne de préparer leurs armes pendant qu'il se rend au dock. Sur les docks, il rencontre Margaret, qui l'informe que Milza a fait défection du côté de Marion et a même tué son père car il lui barrait la route. Villar est incrédule et réalise que gagner cette bataille ne sera plus aussi facile. Il ordonne à ses navires d'attaquer la flotte de Milza, qui contre-attaque rapidement et aborde les navires de Villar, tuant ses soldats rapidement. Le capitaine ordonne rapidement à ses hommes de briser le roue et de répandre de l'huile partout sur le navire. Ils abandonnent le navire après cela, et le capitaine met le feu au navire pour entraîner Milza dans sa chute. C'est totalement inutile, et Milza tue le capitaine. Après un bref combat, puis s'échappe du navire en flammes. Entre-temps, les sorciers de Villar utilisent une énorme lentille pour incendier un à un les navires de Milza. Alors qu'il sort de la mer, Milza décide de battre en retraite car ses troupes ont subi trop de pertes aujourd'hui. De retour dans son palais, Villar réalise que s'il bat Milza, les forces de l'Alliance perdront la moitié de leur puissance, et il prévoit de rejoindre personnellement la bataille bientôt. Margaret est déterminée à le rejoindre également, affirmant que Milza a autrefois tué tout son clan. Peu après, l'un des alliés de Villar arrive sur les lieux avec un gigantesque cuirassier et sème la dévastation dans la flotte de Milza. Il réalise qu'il est impossible de gagner la bataille en mer, et ordonne à ses hommes de se précipiter immédiatement sur le rivage. D'un autre côté, les forces de Marin ont défait l'un des plus puissants alliés de Villar. Bientôt, Milza et d'autres alliés rejoignent ses forces, et Marin déclare que la véritable bataille va commencer maintenant. La princesse viking, à ses côtés, mène une gigantesque flotte de navires de guerre vers le château de Villar. De nuit, il réalise qu'il ne peut plus gagner. Il décide de se battre jusqu'au bout et ordonne à ses mages de contacter tous les nobles qui lui sont soumis et de leur demander de se rendre. Il se prépare au combat avec l'aide de Marguerite et finalement avoue qu'ils l'aiment aussi, et qu'ils peuvent mourir ensemble. Le gigantesque navire de guerre affronte la flotte de 1000 navires de marins. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent pas gagner. Afin d'abattre le plus d'ennemis possible, un homme fait exploser le navire géant. Mais cela ne cause pas beaucoup de dégâts à la flotte ennemie.
Les ennemis attaquent le château de Villars de toutes parts, et Marin mène l'assaut depuis l'avant. Il s'apprête à enfoncer la porte de son château, et Villars et Margaret se tiennent prêts à les affronter tout seuls. Margaret utilise son sort ultime et s'enveloppe de feu. Elle se fraye un chemin à travers les lignes ennemies, et Villars abat tous les ennemis sur son passage. Margaret est bientôt à court de souffle, mais alors que Villars vient la soutenir, elle le repousse en sécurité avant d'utiliser toutes ses forces restantes pour s'autodétruire. Elle se réduit en cendres après l'explosion, et Villars, le cœur brisé, se rue sur des soldats ennemis sans aucune préoccupation défensive. Marin ordonne à ses chevaliers de tirer des arbalètes plasma sur lui, mais ils bloquent leur attaque combinée à l'aide de son blason. Elle est étonnée de voir cela, et elle décide de parler une dernière fois à son cousin. Villars l'accueille à bras ouverts, et Marin le serre dans ses bras tandis qu'il lui dit qu'il se rend. Il lui demande de suivre le chemin qu'elle s'est choisi et souhaite qu'elle puisse épouser Alexis et trouver son bonheur un jour. Sur ce, il meurt et son blason se brise. Ses soldats sont enragés et lancent une attaque suicide contre les ennemis. Mais cela ne sert à rien, et au matin, Marin a conquis le château. Elle se rend dans la salle du trône, où l'un des sorciers de Villars lui dit qu'elle a peut-être conquis le château. Mais tout le monde restera fidèle à Villars. Elle se suicide alors en buvant du poison, tandis que l'autre propose de soigner les blessés du côté de Marin également. Marin donne ensuite les armoiries et le territoire de Villars à Mylsa, tandis qu'elle mène son armée pour conquérir le reste du continent. Bientôt, la nouvelle de la mort de Villars parvient à ses alliés, et Théo a le cœur brisé en l'apprenant. Tous les alliés de Villars se rassemblent et forment un groupe distinct appelé le Traité pour venger sa mort et empêcher l'Alliance de conquérir le continent. Tous pensent que Lassique devrait être le prochain leader, mais il répond qu'il est toujours subordonné à Théo et le nomme à sa place comme leur leader. Les nobles ne voient pas en Théo un leader, et se querellent avec Lassique au sujet de sa décision. Théo prend la parole et dit à tous qu'il prouvera sa valeur de leader dans la bataille à venir, afin que chacun puisse l'accepter. Les nobles décident d'élire Lassique comme leur leader, jusqu'à ce que Théo prouve qu'il est meilleur que lui. D'un autre côté, Mylsa tente de conquérir les nobles sous le commandement de Villars, mais ceux-ci refusent de lui soumettre et ripostent de toute leur force. Alors qu'il est assis sur son trône, un des magiciens de Marin arrive pour lui transmettre son message, et lui demande de reconquérir les territoires que Villars a conquis autrefois. Le magicien demande à Mylsa de faire attention à la force de leur ennemi, mais il n'aime pas qu'on lui parle sur ce ton. Mylsa mène bientôt son armée contre ses ennemis et les domine. Le frère de Villars, qui commande l'armée, décide de battre en retraite et attire Mylsa pour le suivre jusqu'à l'endroit où Lassique attend avec son armée. Lassique et Mylsa sont vraiment impatients de combattre, se précipitent l'un sur l'autre avant que leurs armées n'arrivent. Ils échangent des coups puissants et bientôt leurs armées s'engagent aussi dans la bataille. Lassique subit des dégâts et est immédiatement blessé, mais il réussit aussi à blesser Mylsa, qui réalise qu'il est le seul assez fort pour le combattre. Ils pensent qu'ils sont désavantagés en ce moment, et décident de se retirer du champ de bataille. D'un autre côté, Marin a atteint le territoire de Théo, et elle regrette un peu de ne pas l'avoir laissé rejoindre l'Alliance autrefois. Elle pense qu'il n'a pas une armée forte pour le moment, mais elle ne veut toujours pas le combattre, lui et Séleucos, bien qu'ils soient ses ennemis jurés. Marin veut parler une dernière fois à Théo avant que la bataille ne commence et demande à son magicien de lui envoyer un message. Théo reçoit rapidement le message et se demande ce que Marin veut lui dire alors qu'un combat entre eux est inévitable. Séleucos remarque qu'elle a peut-être développé des sentiments pour lui, et que c'est pourquoi cette rencontre est personnelle et non politique. Théo comprend et accepte de la rencontrer car il a aussi quelque chose à lui dire. Séleucos veut également revoir son père une dernière fois, car même s'il est un imbécile, il reste son père. Ils se rendent à la tente de Marin pour la rencontrer, et Séleucos serre son père dans ses bras avant qu'il ne commence à parler. Marin serre la main de Théo tout en lui disant qu'elle a entendu de merveilleuses choses à son sujet. Il répond qu'il a entendu de nombreuses rumeurs peu flatteuses sur sa façon de combattre et remarque qu'elle semble différente en personne. Il révèle avoir rencontré Alexis une fois et qu'il l'aime toujours de tout son cœur. Théo souhaite qu'elles se réunissent, mais Marin écarte ses paroles avant de lui dire que Villars lui a également dit la même chose avant de mourir. Elle déclare ensuite qu'elles étaient toutes les deux des coquines, et que la seule façon de mettre fin à l'ère du chaos est de conquérir le continent par la guerre. Elle est prête à verser autant de sang que nécessaire pour cela. Et elle dit à Théo qu'elle ne souhaite pas le combattre. Mais elle reprendra ce territoire par tous les moyens. La réunion se termine ainsi, et alors que Théo retourne à son château, il affirme que Marin aime toujours Alexis, et il veut les réunir à nouveau. Stiluka répond que cela demandera un miracle, et il est déterminé à faire un miracle. Elle est prise au dépourvu par ses paroles, mais ce que Théo fait ensuite la laisse complètement désemparée. Il l'embrasse devant tous ses soldats, et Stiluka rougit. Lui dit que ce n'était pas le bon endroit ni le bon moment pour faire ça.
Théo répond qu'il l'a embrassé délibérément devant ses soldats, qui ne sont pas déterminés à se battre pour l'amour de leur seigneur. Les soldats se mettent à scander, et Stiluka réalise que Théo voulait provoquer Marianne en la faisant réfléchir à son amour pour Alexis. Son stratagème fonctionne, et Marianne est frustrée. Mais elle reçoit alors la nouvelle qu'un ami de Villar a vaincu les forces vikings. Elle est donc forcée de battre en retraite immédiatement. La nouvelle parvient à Théo, et Stiluka lui dit que puisqu'ils ne sont plus en zone de guerre, il est temps pour lui de regagner sa patrie et d'en prendre le contrôle. Il trouve ça trop décevant. Mais Silif lui explique que s'il veut aider Alexis et Marianne à se réunir, son rang et son autorité doivent être équivalents aux leurs. C'est pourquoi elle souhaite qu'il reprenne sa terre natale et devienne le chef de ses alliés, et fasse reconnaître sa puissance à tout le continent. Théo accepte sa proposition et en informe Lassique, mais son magicien pense qu'il est presque impossible de vaincre Rossini avec les soldats dont dispose Théo. Lassique apprécie le plan et pense qu'en défaisant Rossini et en conquérant sa terre natale, Théo pourra prouver aux nobles qu'il est apte à être leur chef. Théo arrive bientôt dans sa patrie, Sistigna, avec Stiluka et une poignée de ses plus proches alliés, dont Irvine, Ishela, Priscilla et les jumeaux loups-garous. Il découvre que Rossini a laissé le chaos régner à Sistigna, afin que la population reste dispersée et qu'il soit facile de l'opprimer. Il veut y mettre fin bientôt, et pour cela, il décide de marcher immédiatement sur la ville de Rossini. Sistigna a élaboré un plan pour annoncer l'arrivée de Théo à toute la population de l'île. Rossini enverra certainement ses troupes pour l'affronter, mais cela ne fera que jouer en leur faveur, car cela permettra aux opprimés de comprendre qu'il existe quelqu'un qui peut lutter contre Rossini. Ils arrivent bientôt à la ville et se divisent en deux groupes. Théo, Sistigna et Ishela vont manger dans un restaurant. Quelque chose, mais ils y trouvent la sorcière noire, Yana. Sistigna et Yana se reconnaissent, et le petit ami de Yana s'avère être le fils aîné de Rossini, Salvador. Il affronte les ennemis de sa petite amie, mais en apprenant qu'il fait face au fameux Théo, les choses deviennent personnelles. Théo déclare qu'il va vaincre la famille Rossini et libérer sa patrie, et Salvador lui dit de faire de son mieux. Il utilise son blason et fait jurer allégeance les personnes présentes au restaurant. Théo dit à ses amis qu'ils doivent s'enfuir, car toutes les personnes qui ont accepté l'emblème de Salvador ont perdu la raison, mais il ne souhaite pas leur faire de mal. Stiluka utilise un flashbang magique pour aveugler tout le monde, créant ainsi une chance de s'échapper. Tout le monde se retrouve au point de rendez-vous, et Irvine informe Théo qu'il a vu des chevaliers le chercher partout dans la ville. Stiluka déclare que leur mission de répandre le message de Théo a déjà réussi, et elle passe ensuite à l'étape suivante, qui consiste à faire le tour des villes et villages voisins, pour rassembler des gens afin de se révolter contre Rossini. C'est plus facile à dire qu'à faire car les villageois ont été conditionnés à accepter les abus des soldats de Rossini. Ils refusent d'aider Théo dans sa rébellion, lui disant que tous ceux qui ont essayé de se soulever contre Rossini ont été tués, et qu'il préfère être de son côté en faisant quelques sacrifices. Théo repart bredouille et dit à ses amis que c'est toujours le cas à Sistigna. La famille Rossini gouverne ses citoyens par la peur et le désespoir, et il n'y a pas de solution facile. Pendant ce temps, Salvador a rassemblé une petite armée pour tuer Théo lui-même, et a envoyé un assassin pour avertir les villageois de ne pas s'allier avec lui. Alors que Théo arrive à un village le lendemain, il est accueilli par des gens hostiles qui lui disent qu'un village voisin a été incendié, parce qu'il leur avait rendu visite plus tôt. Ils refusent de l'écouter même lorsqu'il leur dit que la famille Rossini est à blâmer pour cela, et ils lui disent de partir avant qu'il n'appelle les chevaliers. Alors que Théo éloigne ses amis, il se demande s'il n'y a vraiment personne pour les aider dans la révolution. Silika suggère qu'ils puissent aller au village de Théo, parce que quelqu'un les comprendra certainement là-bas. Son silence leur dit tout ce qu'ils ont besoin de savoir, mais Théo les conduit quand même à son village pour leur montrer ce qu'il a vécu. Théo aperçoit Rebecca, son amie d'enfance, près de la frontière du village, et elle court vers lui, mais il s'arrête à une distance de sécurité. Il lui demande de rassembler tous les villageois car il veut leur parler. Pendant que Théo parle du passé aux villageois, Silika apprend de Rebecca que le père de Théo avait construit un entrepôt secret dans le village, qu'il utilisait pour aider les gens à éviter les impôts élevés. Un jour, quelqu'un l'a dénoncé, et les soldats de Rossini l'ont tué pour faire un exemple. Les villageois n'ont même pas résisté. Alors Théo leur en a voulu pendant très longtemps et a quitté le village, mais maintenant, il prétend avoir tout oublié. Il affirme avoir tout surmonté. Il demande aux villageois s'ils veulent vivre pour toujours sous le joug de Rossini, et les appelle à se révolter contre lui. Personne ne répond et Théo décide de partir, mais Rebecca l'arrête, et lui demande d'aller au moins rendre visite à la tombe de son père. Théo accepte et dit à Silika et aux autres de l'attendre. Rebecca continue de parler joyeusement de son ascension sociale et affirme qu'il pourrait même battre Rossini, mais Théo lui dit d'arrêter de jouer la comédie car elle est nulle. Il sait qu'elle travaille pour Rossini, et il lui demande comment ils l'ont menacée.
Elle répond qu'elle n'a pas été menacée, mais a dénoncé pour avoir la chance d'être emmenée en ville. Rebecca ne se sent pas coupable d'avoir trahi Théo, mais il la plaint car il sait qu'il n'est pas facile de s'opposer à leurs oppresseurs. Il essaie de la convaincre que s'ils le rejoignent tous, ils peuvent gagner, mais lorsqu'elle n'accepte pas ses paroles, il lui demande de dire aux villageois de fuir car il est certain que Rossini les punira après lui. Théo se rend seul sur la tombe de son père, conscient que des ennemis l'attendent. Là-bas et Rebecca retourne au village où Silica est au travail, essayant de convaincre tout le monde de les rejoindre. Elle les informe que Théo savait que c'était un piège, mais il y est tombé pour les protéger. Elle leur demande de l'aider, mais cela ne suffit pas à les convaincre. Cependant, Rebecca arrive en courant et demande à tous d'aider Théo, en leur rappelant que Rossini ne leur pardonnera pas même s'il le livre. Pendant ce temps, Théo se rend sur la tombe de son père, où Salvador et ses soldats l'attendent. Il lui tire des flèches, mais Irvine le protège. Silica leur avait demandé, ainsi qu'aux jumeaux loup-garou, de suivre Théo, mais Salvador ne pense pas qu'il représente une menace pour eux. Soudain, les villageois accourent pour soutenir Théo, et il les remercie avant, créant son drapeau et bénissant les villageois avec ses pouvoirs. Salvador accorde également des pouvoirs à ses soldats en utilisant son blason, et la bataille commence. Les villageois se cachent derrière un abri pour se protéger des flèches ennemies tout en leur lançant des pierres. Silica et Aishela utilisent leurs pouvoirs pour éliminer les ennemis, en combo de pentakills, tandis qu'Irvine combat l'assassin. Théo affronte Salvador et réussit à briser son épée, mais les soldats viennent le soutenir, lui donnant l'occasion de s'enfuir. Théo est encerclé par les ennemis et ne peut avancer, mais Rebecca saisit soudainement Salvador pour l'arrêter. Malgré que Théo lui ait dit de lâcher prise, elle ne le fait pas, et Salvador la poignarde avec une dague cachée. Furieux en voyant cela, Théo bat les soldats qui l'entourent, avant de se jeter sur Salvador, qui tente de s'enfuir, mais est tué juste à côté de la tombe du père de Théo. Les soldats ennemis prennent la fuite après avoir vu leur chef tué. Théo se précipite auprès de Rebecca, mais elle meurt dans ses bras, le laissant bouleversé même s'il a gagné la bataille. L'effet de la bataille se répand dans toute la Sestinie, et de multiples soulèvements surviennent en peu de temps. Rossini et ses fils se réunissent pour en parler, et ils pensent que les choses vont mal tourner bientôt s'ils ne s'en occupent pas immédiatement. Rossini ordonne à ses fils de rassembler 5000 soldats pour écraser la révolution, immédiatement car il ne veut pas perdre un autre fils à cause d'un manque de préparation. Son fils aîné accepte la tâche de réprimer la rébellion et de venger Salvador, et il quitte la pièce. Rossini brûle toujours de rage et jure de ruiner la vie de Théo pour avoir tué son fils. D'un autre côté, l'assassin travaillant pour Salvador est toujours à la recherche d'Irvine pour assouvir sa vengeance personnelle. La sorcière noire, Yana, le retrouve et apprend sa mission. L'assassin affirme que trouver Irvine seul sera difficile, car les jumeaux loup-garou sont toujours avec lui. En les apprenant, Yana a des idées et elle assure à l'assassin qu'elle peut éloigner les jumeaux afin qu'il puisse combattre son ennemi en paix. Elle veut aussi tuer les loups-garous, et après ça, elle projette de tuer Théo et Seleuca parce qu'il la dégoûte. Pendant ce temps, le nombre de personnes sous les ordres de Théo augmente, et Aishela leur donne un entraînement au combat. Théo se réjouit de voir de plus en plus de gens se soulever contre Rossini, et il prévoit de construire un château dans son village, à l'avenir afin qu'il puisse y régner en paix. Seleuca lui dit que cela prendra beaucoup de temps, et puis, soudain, Irvine les informe que le deuxième fils de Rossini envoie une immense armée ici. Théo mène son armée pour les affronter alors qu'ils se tiennent sur le champ de bataille. Irvine et les jumeaux repèrent leurs ennemis mortels. Ils disent à Seleuca qu'ils doivent partir pour s'occuper d'eux, immédiatement, et elle leur demande de faire attention. Irvine combat l'assassin, qui est aussi fort que lui. Mais ses couteaux sont empoisonnés, ce qui maintient Irvine sur le qui-vive. Il bloque continuellement ses attaques et enduit sa lame de poison en même temps. Il continue à se battre comme des ninjas, et finalement, Irvine parvient à le frapper avec un couteau. L'assassin perd l'équilibre, et Irvine lui assène un coup fatal, mais il est aussi atteint par son couteau empoisonné, et tous deux s'effondrent. D'un autre côté, les jumeaux loup-garou affrontent Yana, qui a invoqué un démon pour les combattre. Ils attaquent le démon, mais ne parviennent pas à percer sa barrière, et le démon contre-attaque en les encerclant d'un cercle magique de feu infernal. Ils ne trouvent pas le moyen d'attaquer le démon, mais ensuite, décident d'utiliser une attaque combinée pour attaquer Yana à la place. Il se transforme en loup, saute sur la barrière, et s'élève haut dans le ciel pour attaquer la sorcière. Elle esquive la première attaque, l'autre la lacère au dos, la forçant à battre en retraite. Le démon disparaît tandis que Yana s'enfuit, puis les jumeaux accourent pour soutenir Irvine, et le trouvent inconscient. Ils découvrent qu'il a été empoisonné, craignant qu'il ne meure. Cependant, Priscilla arrive sur les lieux, déclare qu'elle ne le laissera pas mourir ici, et le soigne en utilisant son blason. Sur le champ de bataille, Théo regarde alors le chef des forces ennemies et dit à ses soldats que s'il le neutralise, le pouvoir de Rossini s'effondrera.
Il lève son drapeau, puis accorde sa protection à ses soldats et aux villageois qui le suivent. Rossini Jr. accorde également à ses soldats le pouvoir maudit de son blason, et la bataille commence. Théo combat Rossini Jr. et tue son destrier, ce qui déclenche certainement un PTA. Junior l'attaque et Théo continue de se défendre. Il prend le dessus dans la bataille et blesse Rossini Jr., le projetant au sol. Ses soldats viennent le sauver, mais Théo arrive à les maîtriser facilement. Junior se relève et attaque, réalisant que Théo avait prévu de l'épuiser dès le début. Il le désarme puis le tue, mettant fin au combat. Les soldats de Théo acclament leur victoire et ils demandent à Saluga de faire en sorte que les soldats ennemis survivants se rendent. À ce moment-là, Yana se précipite vers eux depuis le ciel, voulant tuer Théo dans un attentat suicide. Elle lance son attaque la plus puissante vers lui, mais Saluga réagit vite et contre-attaque avec son sort le plus puissant. Leurs attaques s'annulent mutuellement dans le ciel, et Yana tombe au sol et est capturée. La nouvelle de la mort de son fils parvient à Rossini, qui a compris qu'il avait déjà perdu la bataille. Il est prêt à se rendre à Théo, mais il veut que son fils restant, Jusel, survive à tout prix. Son fils déclare qu'il négociera avec Théo et essaiera de prouver qu'il lui sera utile, ainsi qu'au peuple de Sistigna. Su et Théo arrivent au château avec ses soldats et Jusel sort pour l'accueillir. Jusel affirme qu'il se rendra si la vie des personnes servant sa famille est épargnée, et Théo répond qu'il mourra avec son père, et que toutes les richesses accumulées par leur famille et leurs alliés seront confisquées. Jusel tente de le convaincre de le laisser vivre car il peut l'aider à gouverner Sistigna, mais Théo refuse de le laisser vivre pour cette raison. Au lieu de cela, il veut le garder en vie afin que les personnes loyales à la famille Rossini ne se vengent pas de lui. Jusel accepte sa condition et jure fidélité à Théo, réjouissant son peuple et Seleuc. Plus tard, Seleuc interroge Yana pour connaître ses motivations. Elle croit avoir été celle qui a invoqué le seigneur démon lors de la grande tragédie du mariage, mais elle pense aussi qu'elle n'est pas assez puissante pour le faire seule. Yana refuse de lui répondre et l'attaque à la manière d'un chat sauvage avant de rouler par terre en riant. Peu après, un envoyé de l'Académie de magie arrive au château de Théo, déclarant que Yana est la véritable coupable de la grande tragédie du mariage. Ils veulent l'exécuter, et Seleuca trouve quelque chose de louche car il n'y a pas eu assez de temps pour mener une enquête approfondie. L'envoyé félicite Théo pour avoir pris le contrôle de Sistigna, lui dit que la magie. L'Académie l'accepte comme son nouveau seigneur et le récompense généreusement pour avoir capturé la sorcière noire. Ensuite, l'envoyé passe à l'exécution de Yana, attachée au bûcher. Les gardes la mettent le feu, elle rit, criant que tout le monde se sert d'elle et la jette une fois qu'ils ont fini avec elle. Elle déclare qu'elle ne mourra pas si facilement et sacrifie sa vie pour invoquer le seigneur démon. Le chaos commence à se rassembler autour d'elle, et bientôt le seigneur démon, responsable de la grande tragédie du mariage, fait son apparition. Yana rit de tout le monde, leur disant qu'ils sont terminés pour le moment, mais le démon la frappe à la place. Tout le monde est choqué de voir cela, mais Silica remarque l'envoyé souriant sournoisement en voyant la sorcière mourir. Immédiatement après, le seigneur démon disparaît et l'énergie chaotique se dissipe. De retour sur le continent, Milza reçoit un rapport annonçant que Théo est devenu le seigneur reconnu de Sistigna. Milza ne s'intéresse pas à lui, mais le magicien qui lui rencontre l'informe que Théo est très populaire auprès du peuple ici, et voyant son succès, la rébellion des nobles indépendants pourrait prendre de l'ampleur. Ce type s'est vraiment attiré le mauvais œil, car un soldat est arrivé en courant en même temps. Il est temps d'informer Milza que des nobles ont attaqué une de leurs forteresses. Milza est furieux en découvrant que la forteresse a été prise par une armée composée principalement de roturiers. Le magicien lui dit que ce n'est plus une révolte, mais une guerre, et qu'ils doivent y mettre fin dès que possible. Milza ne comprend toujours pas pourquoi les civils se permettent de lui déclarer la guerre alors qu'il est leur seigneur, et le magicien lui conseille d'attaquer les civils puisqu'ils sont désormais ses ennemis. Milza hésite, mais comme le magicien lui dit qu'ils n'ont pas le choix, il accepte sa suggestion et déclare qu'ils attaqueront le village des d'abord les sorcières blanches, ensuite les loups-garous, puis les nobles indépendants qui mènent la rébellion. Ils s'attaquent aux affaires, brûlent le village des sorcières, forcent les loups-garous à s'enfuir, puis éliminent aussi les nobles. Milza est confiant, personne ne pourra désormais lui résister. Mais le magicien affirme que si Théo revient sur le continent, il renversera la situation. Milza refuse de le considérer comme une menace et déclare qu'il abattra Théo dès qu'il montrera son visage. Le magicien semble s'être de nouveau porté la poisse car, pendant qu'il parle, Théo retourne sur le continent. Siluca a appris les atrocités de Milza contre le peuple et dit que ce sera l'ennemi le plus difficile à vaincre. Théo répond que le vaincre est désormais le plus important pour leur avenir. Il retrouve Lassique et les autres, qui sont heureux de les voir de retour. Lassique félicite Théo pour sa conquête de Sistigna, mais il n'est pas content d'apprendre
qu'il reste du temps avant qu'il ne devienne le chef de leurs forces. La réunion des membres du traité commence et Lassik laisse Siluka prendre les choses en main. Mais elle est interrompue par Théo, qui demande à chacun d'observer une minute de silence pour les personnes mortes aux mains de Milza. Après cela, Siluka commence son discours, mais est à nouveau interrompu par les nobles, qui ont fait remarquer que Théo aurait dû être sur le continent, pour combattre Milza au lieu de libérer sa patrie. Un homme lui demande de clarifier ses priorités, mais d'autres pensent que discuter de leur avenir est plus important que de parler du passé en ce moment. Ils estiment que Lassik devrait toujours diriger leur groupe et mener la guerre contre Milza, et Théo est d'accord avec eux. Il accepte la responsabilité pour les personnes décédées pendant son séjour en Sistinia. Et pour réparer les choses, il se porte volontaire pour affronter Milza au combat et le vaincre. Théo affirme qu'il ne peut pas le faire seul et demande aux nobles de le laisser les conduire cette fois. Il demande l'approbation au frère cadet de Villers et lui donne sa permission. Sur ce, Lassik déclare Théo comme leur chef pour la bataille à venir. Pendant ce temps, Marion reçoit Milza et la princesse viking pour le thé, et elle le félicite pour avoir conquis les territoires de Villers. Milza et la Rousse se disputent sur la bonne façon de gouverner les populations rebelles, et Marion leur dit de suivre leur méthode sur leur territoire. Mais elle ne veut aucune instabilité à cause de cela. Elle explique la situation actuelle de leur conquête, et pense qu'ils ont une grande chance de vaincre l'Union une fois pour toutes. Tout cela, mais elle reste préoccupée par le retour de Théo. Milza sait que Théo viendra pour lui, et il prévoit de s'occuper de lui lorsque cela arrivera. Marion le met en garde de ne pas le sous-estimer et lui demande de faire appel à elle s'il a besoin d'aide. C'est alors qu'Albus arrive et les informe que Théo a déclaré qu'il allait reprendre la forêt des ténèbres éternelles en premier. Milza est furieux d'apprendre cela et part pour l'affronter, et Marion le met une nouvelle fois en garde de ne pas prendre son adversaire à la légère. D'un autre côté, Théo s'est uni aux les loups-garous et les sorcières pour discuter de leur stratégie. Il veut combattre Milza dans l'épaisse forêt grâce à l'avantage du terrain. Et Siluka remarque que la partie difficile viendra après, lorsqu'ils devront conquérir le château. Elle affirme qu'ils auront besoin d'un grand nombre de soldats. Pour cela, et Lassik travaille actuellement à les obtenir. Juzel est aussi avec eux, et il les informe de la rébellion dans les régions menées par Milza et la princesse viking. Il a entendu parler d'une révolte d'esclaves là-bas et souhaite les approcher pour obtenir leur coopération. Théo l'autorise, puis commence à se préparer au combat. Pendant ce temps, Milza est furieux que la région de la forêt lui ait été enlevée et décide de l'envahir immédiatement. Son magicien lui demande de ne pas être si précipité et d'attendre que Théo sorte de la forêt, car le combattre dans la forêt serait une grave erreur. Milza n'apprécie pas que son magicien agisse comme un fanboy de son ennemi, et le fait taire avant de lui ordonner de rassembler l'armée pour charger dans la forêt des ténèbres éternelles. Il est déterminé à vaincre Théo lui-même et à lui faire regretter de l'avoir attaqué. La guerre commence bientôt dans la forêt, et les loups-garous profitent de l'épaisse brume pour tendre une embuscade aux soldats ennemis et les abattre un par un. Mais les sorcières blanches attaquent aussi les ennemis avec une brume empoisonnée, en tuant plusieurs à la fois. L'armée de Théo affronte aussi les ennemis, mais lorsque Milza fait son apparition, le capitaine ordonne aux soldats de battre en retraite. Il perd son œil puis la vie en tentant d'affronter Milza, mais ses soldats s'échappent sains et saufs dans la forêt. Milza décide de ne pas les poursuivre et se dirige directement vers le château de Théo, mais des ronces épineuses obstruent son passage et le séparent de son armée. Malgré cela, il continue d'avancer et arrive bientôt au château avec seulement quelques-uns de ses soldats. Il défie Théo en duel, mais celui-ci lui dit d'accepter déjà sa défaite et de retourner en arrière. Milza le maudit, mais il se retire quand même, et Saluka pense qu'il reviendra avec une force plus importante la prochaine fois. Milza n'a toujours pas digéré sa grosse défaite et continue de se lamenter. Son sorcier lui dit que Théo va bientôt sortir de la forêt et l'attaquer. Milza pense qu'il va le tuer alors. Le sorcier lui suggère d'envoyer son armée au sud pour combattre Lassik un moment, car cela attirera Théo et ils pourront alors s'occuper de lui. Milza apprécie l'idée et lui dit de commencer les préparatifs immédiatement. Saluka reçoit le message que l'armée de Milza se dirige vers le sud pour affronter Lassik, et elle dit à Théo que c'est un piège. Elle pense qu'il devrait faire semblant pour le moment, et rassembler une armée parmi les civils pour riposter. Théo n'aime plus beaucoup demander aux civils de se battre pour lui. Il se sent accablé par la culpabilité de laisser des innocents mourir à la guerre. Saluka le réconforte, en disant que les gens sont plus que disposés à mourir pour lui, et cela le remonte. Il déclare qu'ils se dirigeront vers le château de Milza, en force et le prendront pendant son absence. Saluka contacte ses collègues mages et les informe de leur plan avant de leur demander de lui gagner du temps pour s'emparer du château. Le frère cadet du mage de Villars a un plan. Et elle demande à Saluka de tout lui laisser faire. Alors que Milza se dirige vers le sud, il reçoit la nouvelle que le frère cadet de Villars a abandonné son château et même laissé son mage derrière lui.
Il pense que c'est parce que les nobles n'ont pas encore accepté Théo comme un allié digne de confiance, et il veut s'emparer du château avant de s'occuper de Lassik. Il ordonne à son sorcier de conquérir le château dès que possible et il laisse une partie de son armée pour le garder. Alors que Milza poursuit son voyage, il découvre que Théo l'a joué et a rassemblé une grande armée pour le combattre de front. Il est furieux de vouloir le vaincre, mais son sorcier le conseille contre cette idée car ils sont largement surpassés en nombre. Milza est furieux qu'on lui dise de nouveau de fuir et pointe sa dague sur le sorcier, mais il accepte finalement ses conseils et se retire dans son château. Là, il attend que ses alliés viennent l'aider à combattre l'armée de Théo, mais apprend que Marion arrive pour l'aider avec seulement 3000 soldats, et aucune nouvelle des Vikings. Voyant la forteresse temporaire et la vaste armée qui se dresse devant lui, Milza sent que c'est peut-être le moment où il goûtera enfin à la défaite, mais il n'est pas prêt à abdiquer sans combattre. Cependant, les mauvaises nouvelles s'accumulent devant lui, et Lassik arrive au château avec son armée également. Milza décide qu'il ne peut pas attendre que Marion arrive et se lance seul à l'assaut des ennemis. Son magicien le supplie de s'arrêter, lui disant que ce sera pratiquement un suicide d'affronter seul cette immense armée. Milza refuse ses conseils, lui disant qu'il ne doit pas laisser Marion s'impliquer dans cette guerre car si elle perd aussi, les forces de l'Alliance seront condamnées. Il remercie son sorcier de l'avoir aidé lors de ses précédentes batailles, puis affirme que Théo est un visionnaire qui a compris que le vrai pouvoir réside dans le peuple. Cependant, Milza n'est pas encore prêt à l'accepter et déclare qu'il combattra pour ses idéaux jusqu'à la mort, son sorcier le suivant. Il chevauche avec son armée et Théo reçoit le signal que la bataille va commencer. Milza ignore la forteresse temporaire devant lui et fonce droit sur la base de Théo, même si ses soldats tombent sous les flèches ennemies. Alors que la moitié de son armée traverse la forteresse, un capitaine du côté de Théo ferme. Il franchit la porte et engage les soldats restants dans la bataille. Milza est furieux, mais il mène toujours ses soldats restants et écrase les lignes ennemies. Il est sur le point d'entrer en collision avec l'armée de Lassik, mais décide de changer de direction au dernier moment pour attaquer Théo à la place. Lassik n'apprécie pas cela et décide de poursuivre Milza, et le jeune frère de Villar arrive pour le soutenir. Pendant ce temps, l'armée de Milza fonce vers Théo, qui décide d'éloigner les civils du champ de bataille car il ne veut pas qu'ils meurent inutilement. Il leur dit de battre en retraite car ils ne sont pas de taille pour l'armée de Milza, mais les civils ne le veulent pas. Ils veulent se venger de l'homme qui a tué tant de leurs et demandent à Théo de leur accorder sa protection et de les mener au combat. Il est touché par leur détermination et crée son drapeau géant pour accorder sa protection aux soldats. Bientôt, Milza franchit la clôture sur son passage et se fraye un chemin jusqu'à Théo. Ses soldats le suivent, mais ils sont forcés à Milza continue de dévier les flèches alors qu'il cherche Théo, mais Siluka l'oblige à s'arrêter en l'attaquant avec un éclair. Immédiatement après, Aishela se jette sur lui avec un coup puissant, et Milza l'arrête somehow. Les jumeaux loup-garou l'attaquent ensuite, mais il parvient à repousser Aishela et vaincre les jumeaux en une seule attaque. C'est au tour d'Irvine ensuite, et il tente d'assassiner silencieusement Milza, qui arrête son attaque et l'envoie rouler par terre. Pendant qu'il est distrait, Siluka utilise une boule de feu géante pour le tuer, mais Milza survit somehow et se rue sur elle. Il l'attaque, mais Théo arrive pour sauver sa fille au dernier moment. Milza le défie en combat singulier, et Théo accepte son défi, à la grande horreur de Siluka. Elle lui dit qu'il n'a aucune chance en duel, et que l'avenir du continent sera en danger s'il meurt. Elle craint qu'il puisse mourir, mais comme il répond qu'il ne peut pas reculer face à ce combat, elle lui demande de gagner. Théo la serre dans ses bras en lui demandant de lui faire confiance, puis se dirige vers Milza. Tous deux enchantent leurs armes en utilisant leurs armoiries, et tout le champ de bataille s'arrête pour regarder leur chef se battre. Milza attaque le premier, et Théo applique sa stratégie en bloquant ses attaques, puis en contre-attaquant au bon moment. Milza esquive son attaque et tente de porter un coup fatal, mais Théo le bloque avec son bouclier. Milza continue de l'attaquer, et Théo encaisse quelques coups superficiels, tout en essayant de parer toutes les attaques. Milza continue de le maudire pendant le combat. Il manque rapidement de souffle. Théo lui dit qu'il est devenu beaucoup plus faible depuis leur dernier combat et remarque qu'il semble déjà à la limite de ses forces. Furieux d'entendre cela, Milza attaque, avec témérité, épuisant encore plus son énergie. Il perd l'équilibre après quelques coups, et Théo lui fait remarquer que son armée a déjà capitulé. Milza refuse de mourir si facilement et se rue de nouveau sur Théo, qui parvient à le désarmer et à le mettre à genoux. Il s'approche froidement de lui et lui demande de lui remettre son emblème ou de mourir, et il choisit de mourir. Théo le transperce de son épée et l'achève. Le magicien de Milza ne supporte pas que son seigneur soit mort, il se suicide pour le suivre. Ensuite, l'emblème de Milza se brise et se transforme en une sphère d'énergie chaotique. Avec l'approbation de son allié,
Théo l'absorbe et son emblème évolue. Il déclare qu'ils ont réussi à venger Villard. Observe une minute de silence pour leur ancien leader. Silda accourt vers lui et le prend dans ses bras tandis que elle exprime son soulagement qu'il ait gagné. Elle lui demande de ne plus jamais faire ça, et Théo lui assure qu'il ne le fera pas car il n'a plus personne à vaincre personnellement. Sur ce, les nuages au-dessus d'eux se dissipent et Théo s'affaire à célébrer sa victoire avec ses alliés. Pendant ce temps, Marion apprend la nouvelle que Mylsa est mort héroïquement en combattant Théo. Elle est bouleversée de perdre son allié le plus puissant et exige furieusement de savoir pourquoi il n'a pas pu les attendre. Son sorcier lui dit que Mylsa a réalisé qu'il était inutile d'attendre des renforts et qu'il ne voulait pas que Marion soit en danger. Elle accepte sa défaite dans cette bataille et décide de retourner sur son territoire, immédiatement avant que Théo et ses alliés ne l'attaquent. D'un autre côté, Théo et ses alliés atteignent le château, qu'ils ont pris à Mylsa et rendent hommage à Villard. Après cela, Lassik s'agenouille devant Théo et propose de redevenir son subordonné en abandonnant son blason. Théo demande aux nobles s'il y a une objection, et la reine maman répond que tout le monde l'a accepté comme leur leader, et propose de devenir son subordonné également. Même le frère de Villard veut devenir le subordonné de Théo, surprenant tout le monde. Théo les accepte tous, et c'est le que le déclare leader officiel du traité, et tout l'applaudissent alors qu'il prend le trône. Théo déclare ensuite qu'il s'efforcera de poursuivre l'héritage de Villard et d'assurer une paix éternelle sur le continent. Il annonce qu'ils maintiendront une position neutre et se sépareront de l'Union pour se réconcilier avec l'Alliance. Lassik et les autres ne pensent pas que ce soit une bonne idée car cela peut conduire à un déséquilibre de pouvoir, l'Union devenant trop faible et l'Alliance prenant le dessus. Théo répond qu'ils continueront de soutenir l'Union tout en essayant de mettre fin à leur conflit avec l'Alliance pour créer un bon équilibre. Il déclare que leur avenir dépend désormais de l'Union, et qu'ils doivent la faire coopérer. Théo annonce ensuite qu'ils peuvent laisser ces choses fastidieuses pour demain, car aujourd'hui est le jour de célébrer leur victoire. Il organise la fête la plus incroyable que quiconque ait vue depuis des années, et tout le monde s'amuse. Alors que la fête se termine tard dans la nuit, Séleucos se dirige vers sa chambre et trouve Théo qui l'attend. Il veut lui parler de quelque chose d'important et l'invite dans sa chambre. Elle lui sert du thé, puis le félicite pour être devenu le chef du traité. Elle affirme que tous les nobles l'ont accepté comme leur chef, et que le peuple le respecte plus que jamais maintenant. Théo est soudainement pris d'un syndrome de l'imposteur, et il se sent indigne de l'amour et du respect qu'il reçoit. Il s'en veut toujours de la mort de milliers de soldats et de civils et promet de faire en sorte que de telles tragédies ne se reproduisent pas. Théo déclare ensuite que son but final reste le même, à savoir retourner dans sa patrie et la gouverner pacifiquement. Cependant, il y a un léger changement de plan et il souhaite que Séleucos soit aussi avec lui. Elle répond qu'elle lui a juré une fidélité éternelle et qu'elle le servira toute sa vie, et Théo réalise qu'il ne parvient pas à se faire comprendre. Il la prend dans ses bras en lui disant qu'il la veut à ses côtés, non pas comme sa magicienne contractuelle, mais comme son épouse. Séleucos est touché et se met à pleurer en acceptant sa demande. Elle lui dit qu'ils devraient garder leur relation privée jusqu'à ce que tout soit résolu, puis le prend dans ses bras, lui demandant de ne pas mourir dans les batailles à venir. Peu après, Théo et Séleucos rendent visite à Priscilla et lui annoncent que le pape a déclaré qu'il est le propriétaire du Saint Graal. Séleucos pense que Priscille est la véritable propriétaire du Saint Graal car c'est la forme de son blason. Priscille l'affirme et Théo demande aux filles d'expliquer ce qu'est le Saint Graal. Séleucos explique que l'Église prétend que si tous les blasons du monde sont unis au Saint Graal, ils peuvent invoquer un dieu capable de détruire le chaos une fois pour toutes. Et c'est la même chose que Stiluka croit que puisque Priscille est la véritable propriétaire du Saint Graal, le pape usurpateur pourrait tenter de l'attaquer. Et elle met aussi Théo en garde, car le pape pourrait s'en prendre à son blason aussi. Il répond que s'il peut sauver le monde en abandonnant son blason, il le fera volontiers. Plus tard dans la journée, ils reçoivent la nouvelle que le meilleur ami de Villers et l'un des plus puissants nobles de l'Union est mort à la guerre contre Marion. Stiluka a reçu le rapport que le nouveau chef de l'Union, Dawson, l'a trahi, et a saboté son armée avant de rallier les alliés. Elle déclare que le traître tente de rallier les nobles de l'Alliance à sa cause, mais qu'il n'y est pas encore parvenu. Théo est troublé en entendant cela, et il craint que l'Union soit au bord de la destruction. Stiluka lui dit qu'elle a une idée qui pourrait changer les choses, et suggère qu'ils aillent parler à Alexis. Théo doute qu'ils soient les bienvenus après avoir quitté l'Union. Stiluka a confiance qu'Alexis sera toujours prêt à leur parler. Ils prennent un bateau et atteignent le territoire d'Alexis. Théo aperçoit d'immenses navires de guerre cuirassés au port, et Stiluka lui dit que ces navires sont si lents qu'ils sont inutiles en temps de guerre, et qu'on les appelle donc des navires de paix. Alors qu'ils admirent les navires, Irvine vient leur annoncer qu'Alexis souhaite les rencontrer immédiatement. Ils se rendent dans sa salle d'art,
et Alexis est toujours le même vieux garçon efféminé qui fanatisait au sujet des réussites de Théo durant la récente guerre. Il est déçu que Théo et ses alliés se soient séparés de l'Union et demande son retour, lui offrant même le poste de leader de l'Union. Théo refuse car il souhaite servir de médiateur entre l'Union et l'Alliance, mais Alexis ne pense pas qu'il puisse jamais être sur la même longueur d'onde à nouveau. Il pense que s'il n'avait pas été si catégorique sur les négociations pacifiques avec l'Alliance, il n'aurait pas perdu Villars et d'autres nobles. Théo le console, en disant que s'il avait décidé de faire la guerre, il aurait perdu Marion. Alexis se lamente, disant qu'elle reste la personne la plus importante pour lui, et c'est pourquoi il a essayé d'obtenir la paix. Mais Marion était différente, et elle lui a plutôt déclaré la guerre. Silouka lui dit que Marion veut juste créer l'écusson de l'empereur en conquérant le continent. Alexis remarque qu'il pourrait le former s'il se mariait simplement, et Silouka répond qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il se marie, et qu'ils étaient derrière la grande tragédie du mariage. Theo Witzelman déclare qu'il veut nier la tragédie et restaurer le monde, au temps où l'Alliance et l'Union étaient sur le point de ne faire qu'un. Alexis pense que c'est impossible maintenant, et Silouka le confronte en disant il faut juste trouver un équilibre entre l'Union, l'Alliance, et le traité pour que cela arrive. Elle dit à Alexis que la plupart des nobles de l'Union n'ont pas connu la guerre, et que leurs armées sont donc toujours intactes, tandis que les armées de l'Alliance sous le commandement de Marion ont subi de lourdes pertes. Elle lui demande de se lever et de renverser la situation, mais Alexis est un faible qui n'ose pas le faire. Théo lui dit qu'il doit le faire pour sauver Marion, qu'il aime toujours. Il pense que même si elle conquiert le continent et crée la crête de l'empereur, elle ne pourra jamais trouver le bonheur sans l'homme qu'elle aime. Alexis n'arrive pas à croire que Marion l'aime encore, et Théo le rassure. Il demande à Alexis d'arrêter sa femme, et il se souvient qu'il s'était autrefois promis de se marier. Alexis prend soudain son courage à deux mains et prend son épée en sortant. Tout le monde est choqué de voir le garçon efféminé avec une arme, et il annonce à sa magicienne qu'il s'apprête à attaquer le traître Dawson. La magicienne n'en croit pas ses oreilles, mais elle ordonne immédiatement le rassemblement de l'armée, alors que la nouvelle de l'intervention d'Alexis parvient aux soldats. Ils sont impatients de se joindre au combat. Pendant ce temps, Dawson savoure sa vie depuis qu'il a rejoint l'Alliance, et il pense que personne ne peut désormais le vaincre. Il affirme que l'Union est pleine d'idiots et de faibles, lorsqu'un soldat fait irruption dans sa chambre pour lui annoncer qu'Alexis conduit une gigantesque armée vers leur château. Il reçoit le choc de sa vie en regardant par la fenêtre et en découvrant l'armée presque à sa porte. Il n'y a pas que Alexis, mais tous les seigneurs de l'Union se sont alliés à lui et sont venus s'occuper du traître. En voyant une armée aussi importante, Dawson a une peur bleue son pantalon, et il contacte Marion pour qu'elle lui envoie des renforts. Elle prétexte que son armée est occupée à combattre les termes du traité, et qu'elle ne peut se permettre de venir à son aide. Elle lui demande plutôt de prouver sa valeur et de vaincre ses ennemis seuls pour être accepté par les autres membres de l'Alliance. Dawson réalise qu'il est coincé et envoie son sorcier chez Alexis pour lui demander de le ramener à l'Union. Alexis refuse de laisser partir ce rat et déclare que si Dawson lui cède son blason et ses terres, il le laissera vivre. Il est furieux en recevant ce message et décide de faire la guerre aux forces de l'Union. Il motive son armée et les mercenaires qui travaillent pour lui en leur promettant de grandes récompenses s'il gagne. Alors qu'Alexis voit l'armée de Dawson foncer sur lui, il soupire, parce qu'il souhaite toujours que les choses se terminent sans effusion de sang. Il utilise ses talents d'artiste et fait tournoyer sa baguette pour protéger ses troupes lorsqu'il les envoie au combat. Il ordonne à la cavalerie d'encercler les troupes ennemies et de les concentrer dans des espaces restreints afin que les archers puissent les atteindre facilement. Sa stratégie d'encerclement et d'élimination des ennemis est extrêmement efficace, et les soldats ennemis ne peuvent même pas trouver une ouverture pour riposter. Alors que Dawson observe le champ de bataille, il réalise qu'Alexis essaie de peindre « Nuits étoilées ». Il voit sa force écrasante et accepte la défaite. Bientôt, la nouvelle de la défaite de Dawson atteint Marion, qui ne s'en inquiète pas vraiment. Elle interroge Auguste, qui dirigeait les forces de l'Union, et reste sans voix lorsqu'il lui raconte que c'est Alexis qui a mené son armée avec un grand talent. Marion n'arrive pas à croire qu'il ait participé à la bataille, et elle ordonne à Auguste de dire à tous ses alliés de ne pas le sous-estimer simplement parce qu'il n'a pas l'air d'un combattant. Elle se précipite dans sa chambre, puis s'effondre sur le lit, se demandant pourquoi Alexis, de tous, a dû entrer sur le champ de bataille. Elle s'inquiète pour lui et ne veut pas qu'il soit entraîné dans la guerre sanglante qui va commencer. Peu après, Alexis mène la marine à combattre les Vikings qui font partie de l'Alliance. Il prend avec lui les navires de guerre cuirassés, géants et lents, et dès qu'il aperçoit l'ennemi, il ordonne à ses hommes de s'arrêter et de se mettre en formation circulaire. Le roi des Vikings ordonne à ses hommes de foncer sur Alexis à toute vitesse. Remarque la formation étrange, et décide de l'encercler. La flotte ennemie est attaquée de toutes parts. Il utilise sa crête et accorde sa bénédiction à ses soldats, les rendant furieux.
Alexis ordonne à ses hommes de monter sur des bateaux plus petits et d'attendre que les Vikings se rapprochent. Au moment où les Vikings commencent à se disperser, il donne l'ordre de charger et accorde sa protection aux soldats. Les soldats sur les bateaux pleuvent des flèches sur les Vikings, furieux qui ne s'arrêtent pas même après avoir été touchés. Alexis ordonne ensuite à son gigantesque navire de guerre de commencer l'attaque. Alors que leurs attaques coulent les navires ennemis, quelques Vikings parviennent à s'approcher du navire et tentent d'y grimper. Les soldats les poignardent et les renvoient à la mer. Et la bataille continue ainsi. Le soir, les Vikings ont perdu la moitié de leur navire, tandis qu'Alexis n'a subi aucune perte. Le roi des Vikings est furieux de sa défaite imminente, et malgré les conseils de ses généraux de battre en retraite, il refuse de céder. Il déclare qu'il combattra comme un homme et mourra sur le champ de bataille, et il utilise toute la puissance de sa crête pour entrer en mode bête avec ses soldats restants. Il charge vers Alexis et monte à bord de l'un de ses. Il coule les navires avant de tuer tous les soldats présents à bord. Les soldats ordinaires ne sont pas à la hauteur face à lui et aux Vikings enragés, et le roi arrive bientôt au navire principal pour affronter Alexis. Des archers l'encerclent et l'attaquent de tous côtés, et il riposte en ignorant toutes les blessures qu'il subit. Il continue d'avancer vers Alexis en fauchant les soldats, mais alors il le frappe avec un énorme harpon, lui infligeant des dégâts critiques. Même cela ne suffit pas à arrêter ce véritable mastodonte. Il retire le harpon de sa poitrine avant d'aller vers son ennemi. Désormais, tous les soldats ont trop peur de l'attaquer, et Alexis se met à pleurer en voyant son état pitoyable. Les soldats encerclent Alexis et se ruent sur le roi viking, mais il les repousse simplement. Le sorcier avec Alexis intervient finalement et lance des couteaux empoisonnés aux Vikings pour l'immobiliser. Profitant de cette occasion, un soldat décapite le roi, mais celui-ci continue à avancer malgré l'absence de sa tête. Il s'effondre enfin, et le sang qui jaillit de son corps inonde tout le navire. Alexis tremble de faiblesse à la vue de ce spectacle horrible, et ses sorciers le soutenir tandis que l'écusson du roi se brise et que son énergie chaotique commence à se rassembler. Il avance et la rassemble en lui. Peu après, Silúgar rend visite à Marianne pour lui annoncer qu'après la défaite du roi viking, les trois forces, à savoir l'Alliance, l'Union et le traité, sont à égalité. Elle souhaite créer une trêve entre l'Alliance et l'Union, mais Marianne refuse son offre, affirmant que l'Alliance est toujours plus forte, et qu'elle est prête à affronter tous ceux qui se dresseront sur son chemin. Silúgar accepte sa décision, mais la met tout de même en garde contre le fait que se combattre entre elles n'est pas une sage décision, car c'est ce que veut leur véritable ennemi. Marianne lui demande de quoi elle parle, et Silúgar lui répond que l'Académie des sorciers est probablement la source de tout le mal. Elle n'a pas de preuves, mais elle croit que ce sont eux qui ont invoqué le démon lors de la grande tragédie du mariage. Marianne dit qu'elles découvriront la vérité une fois la bataille terminée, et alors que Silúgar s'apprête à partir, elle lui demande ce qu'elles ont dit à Alexis pour le convaincre de se joindre à la bataille. Silúgar répond qu'Alexis veut l'empêcher de suivre le chemin de la violence, car cela ne fera que lui faire du mal à la fin. Marianne s'emporte en entendant cela et déclare qu'elle ne s'arrêtera pas après avoir fait autant de sacrifices, et Silúgar répond que Théo et Alexis est prête à l'arrêter avant de s'excuser. Marianne ordonne à tous de rassembler tous les nobles de l'Alliance car elle prévoit de mener une guerre totale contre le traité et l'Union. Alors qu'il part, elle se met à trembler de peur, anticipant la guerre horrible qui va arriver, mais elle reprend ensuite son courage pour mener les choses à bien jusqu'au bout. Théo et ses alliés ont atteint l'emplacement du futur champ de bataille en avance et ont déjà commencé les préparatifs. Ils tiennent une réunion, et Silúgar annonce que l'armée de Marianne arrivera bientôt sur les lieux, et elle estime qu'elle compte moins de 40 000 hommes. Les forces de l'Union arrivent aussi, mais cela prendra un certain temps. Les nobles sont inquiets à l'idée d'affronter seule l'Alliance au début, mais Théo les assure qu'il n'y a rien à craindre. Il suggère qu'ils n'ont pas besoin d'être agressifs, et que simplement tenir le fort jusqu'à l'arrivée de l'Union sera la meilleure chose à faire. Bientôt, Marianne arrive sur le champ de bataille avec son armée et ordonne le début de l'attaque. Ses alliés attaquent et chevauchent des bêtes magiques géantes pour percer les lignes ennemies, et Silúgar les voit arriver. Elle sait que cela doit être la stratégie de son père, mais elle est prête à le surpasser cette fois. Les archers du traité attaquent les premiers, mais ils ne peuvent endommager les bêtes magiques blindées, et battent en retraite tandis que les ennemis franchissent la frontière. Les archers, juchés sur les bêtes géantes, lancent une contre-attaque, mais ils sont abattus. Grâce aux tours équipées de puissants mécanismes de lancement de flèches, la bête est enragée lorsqu'elle est transpercée par les flèches et détruit une tour avant d'avancer. Un piège à fausse l'attend, et la bête y tombe avant que les soldats ne l'achèvent d'une volée de flèches. Les forces de l'Alliance décident de battre en retraite, voyant leur arme la plus puissante détruite. Mais Lassique les attaque par le flanc. D'une autre direction, le frère de Villers ordonne aux archers d'attaquer les ennemis, et ceux-ci se retrouvent débordés.
Marion se rend compte que la situation est critique et apprend que les Vikings ne peuvent leur envoyer de soldats car ils livrent une bataille navale à proximité. La reine Mamie s'occupe d'eux, et elle ordonne à ses soldats d'embarquer des explosifs pour attaquer les Vikings. Le prince viking ordonne à sa flotte de se disperser, mais le magicien de Mamie augmente la vitesse des bateaux explosifs et les fait entrer en collision avec les navires vikings, entraînant une série d'énormes explosions qui secouent le champ de bataille. Lassik et ses hommes sont pris au dépourvu par cette vue, et baissent leur garde, donnant ainsi l'avantage aux ennemis. Marion pense que c'est l'occasion idéale pour elle de rejoindre la bataille avec ses forces principales. Et, simultanément, Théo se prépare également à entrer sur le champ de bataille. Dès son entrée sur le champ de bataille, le moral de ses soldats atteint des sommets, et ils suivent leur héros en repoussant l'ennemi. D'un autre côté, Marion et ses chevaliers équipés d'arbalètes à plasma atteignent le champ de bataille et lancent une attaque. Théo ordonne à ses soldats de se protéger des flèches à plasma, mais ils subissent quand même de lourdes pertes. Les deux armées chargent alors l'une vers l'autre. Tandis que le reste des alliés de Théo se joignent également au combat. Lassik continue de faucher les chevaliers ennemis, tandis que Siluka affronte de nombreux sorciers à la fois. Aishela sème la pagaille comme toujours, et Irvine, avec les jumeaux, élimine rapidement les archers de l'Alliance. La bataille continue, les deux camps étant à égalité. Siluka bloque toute une volée de flèches plasma avec sa magie, mais elle est à bout de souffle maintenant. Elle essaie de combattre à nouveau, mais s'effondre, et Théo la rattrape avant qu'elle ne tombe. La situation étant désespérée, Alexis arrive avec son armée, et les soldats de Théo pensent qu'ils vont gagner maintenant. Marion réalise qu'ils ne peuvent pas gagner contre tous les deux, et ordonne à ses troupes de battre en retraite immédiatement. Théo décide également de se retirer du champ de bataille et dit à Siluka de organiser une nouvelle rencontre entre les trois leaders. La rencontre a lieu, et Marion ne peut pas regarder Alexis dans les yeux, tandis que lui ne peut cesser de la fixer. Théo prend également place et dit qu'il a deux propositions. La première est une trêve entre les trois forces, mais Marion dit que c'est hors de une question, car une trêve ne profitera qu'à leur véritable ennemi, celui qui est derrière la grande tragédie du mariage. Alexis n'a aucune idée de ce dont elle parle, et elle explique que leur véritable ennemi est l'Académie des sorciers. Ce sont eux qui ont créé le système actuel de noblesse, et ils ont toujours contrôlé le monde depuis l'ombre. Alexis regarde son sorcier, qui détourne le visage, car il semble savoir quelque chose à ce sujet. Marion affirme que les nobles ne sont que des marionnettes entre les mains de l'Académie de magie, et qu'ils les utilisent pour s'assurer que l'âge du chaos ne prenne jamais fin. Théo répond que c'est leur chance de se libérer de leur emprise, mais elle pense que l'Académie ne les laissera pas signer la trêve, et qu'elle fera quelque chose pour l'empêcher. Cela amène Théo à présenter sa seconde proposition, qui est le mariage de Marion et Alexis. Il veut qu'ils unissent leurs armoiries, puis il leur remettra la sienne. Ce qui mènera à la création des armoiries de l'empereur. Les amants tragiques sursautent en entendant cela, et Marion dit à Théo que cela ne fonctionnera jamais, car la tragédie ne fera que se répéter. Elle sait que l'Académie interviendra une fois les armoiries unifiées. C'est pourquoi elle se bat seule depuis tout ce temps, pour être la seule cible. Elle est prête à se sacrifier pour faire prendre conscience aux habitants du continent que l'Académie de magie est leur véritable ennemi, afin que quelqu'un puisse redresser la situation à l'avenir. Théo déclare que la meilleure chance de redresser la situation est avec eux maintenant, mais Marion crie qu'elle ne l'acceptera pas. Alors qu'il la presse de lui donner les raisons de son entêtement, elle répond les larmes aux yeux qu'elle ne veut pas qu'Alexis soit entraîné dans cette guerre sanglante. Elle veut juste qu'il soit en sécurité, mais il dit qu'il ne souhaite que combattre à ses côtés. Alexis la conduit dehors et lui demande de regarder son armée, qui a été disposée en forme de fleurs, comme celle qu'il a laissée devant sa chambre à l'Académie. Marion est émue, et Alexis s'agenouille devant elle en lui demandant de devenir sa reine. Elle se détourne, disant qu'elle ne le mérite pas, car elle a laissé Milza prendre sa virginité. Alexis est accoutumé à entendre cela, mais il demande à Marion si elle était amoureuse de Milza en le faisant. En apprenant qu'elle n'a jamais eu de sentiment pour le prince, il affirme qu'il n'y a pas de problème dans ce cas. Alexis déclare qu'il l'aime toujours malgré tout et veut qu'elle accepte son amour. Marion pleure, disant qu'elle est responsable de la mort de milliers de personnes et n'a pas le droit d'être heureuse, et il lui prend les mains, lui disant qu'il partagera son malheur aussi. Marion est prise au dépourvu, mais elle reste dubitative, alors Théo décide de révéler que lui et Saluka se sont aussi mariés en secret. Saluka est décontenancée qu'il ait révélé leur grand secret de cette manière, mais elle soutient son homme tandis qu'il explique que les personnes qui s'aiment doivent rester ensemble quoi qu'il arrive. Il déclare que si le monde ne veut pas accepter leur histoire d'amour, il le changera à tout prix. Marion est finalement convaincue et demande à Alexis une dernière fois s'il veut toujours l'épouser. Il est prêt à répéter ses paroles aussi longtemps qu'elle en aura besoin, et elle se met à pleurer en acceptant sa demande. Ils s'embrassent, et leurs soldats les acclament avec joie.
Plus tard, Marion et Alexis disent à Théo qu'ils vont tous les deux lui abandonner leur blason, afin que ce soit lui qui devienne l'empereur. Ils pensent que c'est le seul homme qui soit digne de changer le monde, et Saluka lui dit de l'accepter. Théo accepte leur décision et dit à Saluka de relayer ce message sur tout le continent. Pendant ce temps, le chef de l'Académie de magie a appris l'unification des 3 factions nobles, et il a commencé à agir. Il envoie des assassins après les mages qui sont plus loyaux à leurs nobles qu'à l'Académie et s'en occupe dans l'ombre. Alors qu'il observe la destruction, le roi vampire Dimitri apparaît derrière lui. Le chef des mages l'informe que les nobles se sont unis pour créer le sceau de l'empereur, et maintenant l'Académie doit les affronter dans une bataille directe afin que les Aguma réussissent. Il affirme que tout cela vise à satisfaire le désir de leur maître, et le roi vampire acquiesce en disparaissant. Alors que Théo et Saluka sont assis au bord du lac, ils reçoivent un message d'un magicien qui a été attaqué par des assassins. Ils diffusent le message à tous les magiciens du continent pour leur annoncer que l'Académie est en mouvement. Elle a déclaré son intention d'attaquer tous les magiciens loyaux aux nobles, et bientôt elle leur déclarera la guerre. Le magicien dit à tous de briser leurs baguettes car l'Académie les traque, et les avertit de se méfier de la nature obscure de l'Académie. Théo et les autres dirigeants convoquent immédiatement une réunion pour informer les nobles de la déclaration de guerre de l'Académie de magie. Silica affirme que l'Académie de magie ne permettra pas la formation de la couronne impériale à aucun prix, et que leur seul choix est de les combattre. Elle annonce ensuite le plan de fusion de l'Alliance, de l'Union et du traité en une armée impériale, qui marchera vers l'Académie de magie. Tout le monde est ravi d'apprendre cela, mais Théo les avertit que la bataille sera plus difficile que jamais, et que ceux qui ne souhaitent pas combattre sont libres de partir maintenant. Les nobles n'hésitent pas à se joindre au combat, mais la reine maman interroge les sorciers sur leurs intentions. Tous les sorciers affirment leur loyauté envers leur maître, et qu'il est impossible qu'ils les quittent, mais le sorcier d'Alex déclare qu'il se rangera du côté de l'Académie. Il demande la permission de rompre son contrat et de partir, permission qu'elle lui accorde. Le sorcier s'en va avec d'autres personnes qui ne veulent pas combattre dans la guerre, et Séleucos remercie tous ceux qui restent. Elle ordonne ensuite à tous les sorciers de briser leurs baguettes car l'Académie peut les pister et les espionner par leur intermédiaire. Les sorciers savent que cela rendra l'utilisation de la magie beaucoup plus difficile pour eux, mais ils suivent Siluka et brisent leurs baguettes pour prouver qu'ils sont prêts à combattre l'Académie. Plus tard, Siluka s'assoit avec son père pour discuter de leur stratégie pour la guerre à venir. Un nombre important de nobles et de sorciers les ont quittés, et ils réalisent que la bataille va être très difficile. Siluka pense que ne pas pouvoir communiquer sur le champ de bataille sans leur baguette sera un grand handicap, mais Abust lui dit de trouver un moyen de communiquer car elle est maintenant la chef de tous les sorciers de l'armée impériale. Elle est heureuse d'entendre que son père a confiance en elle et remarque que c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble. Soudain, Aishela arrive à la tente, et son humeur se gâte en voyant Abust. Siluka l'invite à se joindre à la réunion et tente de la faire pardonner à son père d'avoir tenté de la tuer, mais Aishela refuse. Siluka repense aux événements passés, lorsqu'elle a enfreint les règles de l'Académie en libérant le chat démon du zoo, et le chat apparaît en entendant son nom. Aishela déclare qu'elle n'arrivait pas à croire que le directeur de l'Académie de magie était aussi déterminé à la tuer ce jour-là, et qu'Abust a décidé de le soutenir au lieu de protéger sa fille. Siluka remercie Aishela de l'avoir emmenée loin de l'Académie ce jour-là, même sacrifiant sa carrière de magicienne pour elle. Aishela affirme qu'Abust aurait dû le faire parce qu'il est son père adoptif et lui demande ce qu'il pense d'elle. Il répond qu'il est fier d'elles deux, et qu'elles sont toutes les deux ses filles. Alors que Siluka le serre dans ses bras, Aishela ne peut que s'apitoyer car elle a été rejetée de la famille lorsqu'elle n'a pas pu devenir magicienne. Sur ce, elle retourne à leur tente, et Siluka se remet au travail. Elle s'endort en pensant qu'il était formidable de passer du temps avec sa famille à nouveau, quand elle entend Aishela l'appeler. Elle sort pour lui demander ce qu'elle veut, mais Aishela l'attaque soudainement. Heureusement, Irvine était sur ses gardes et a protégé Siluka. Siluka demande à son amie pourquoi elle fait cela, et elle est dévastée de réaliser qu'elle a travaillé pour l'Académie de magie tout ce temps. Aishela avoue être l'espionne de l'Académie et révèle qu'elle a tout rapporté à l'Académie. Priscilla arrive également après avoir entendu le remue-ménage, et Siluka est soulagée qu'elle soit saine et sauve. Aishela précise qu'elle n'avait pas reçu l'ordre de la tuer. Théo s'est également réveillé, et il appelle tout le monde à l'intérieur pour discuter calmement. Aishela est liée, et alors que Théo lui demande de tout expliquer, elle lui raconte l'organisation pour laquelle elle travaille, celle qui lui a ordonné d'assassiner Siluka et son maître. Elle prétend qu'elle essayait simplement de le faire et a échoué, mais Théo sait qu'elle a échoué volontairement. Il dit qu'elle aurait simplement dû ignorer l'ordre si elle allait le rater de toute façon, et Aishela révèle un cercle magique sur sa
poitrine qui arrêtera son cœur si elle désobéit à ses ordres. Soudain, le cercle magique se met à dysfonctionner, et elle gémit de douleur. Alors que Théo et Irvine la libèrent, Siluka cherche sa baguette pour dissiper la magie du cercle, mais elle réalise qu'elle l'a elle-même brisée. Elle panique, pensant qu'Aishela va mourir parce qu'elle n'a pas pu la tuer. Elle la serre dans ses bras en pleurant, mais Priscilla se relève et annonce qu'elle ne la laissera pas mourir. Elle utilise son emblème du Saint Graal et infuse son énergie dans le cercle magique d'Aishela, le purifiant. Priscilla s'effondre, et Siluka la prend dans ses bras en la remerciant. Aishela la remercie de lui avoir sauvé la vie, mais elle remarque ensuite qu'elle a perdu ses super-pouvoirs à cause de cela, et qu'elle ne pourra plus combattre dans la guerre. Elle dit qu'il devrait la faire exécuter pour avoir tenté d'assassiner l'empereur. Mais Théo répond que sa tentative ne compte pas. Il lui demande ensuite de révéler tout ce qu'elle sait sur son organisation secrète. Aishela lui révèle que c'est eux qui ont demandé à la sorcière noire Yana d'invoquer le seigneur démon lors de la grande tragédie du mariage. Leur organisation cherche à contrôler le chaos et à empêcher les nobles de l'éliminer. Car alors les armoiries et les pouvoirs magiques cesseraient d'exister. Elle affirme qu'ils ont œuvré sur le principe fondateur de l'Académie de magie, et éliminé tout noble qui s'approchait du trône impérial. Siluka ne comprend pas pourquoi l'Académie de magie s'efforce autant à préserver le chaos et estime que la seule perte des pouvoirs magiques n'est pas une raison suffisante. Aishela répond que cela suffit pour rallier de nombreux seigneurs et surhumains à leur cause. À ce moment-là, un soldat se précipite dans la tente et annonce à Théo que de nombreux nobles et des surhumains ont commencé à faire des ravages au sein de l'armée impériale. Il réalise qu'ils sont aussi des partisans de l'organisation secrète. Et décide de prendre les choses en main immédiatement. Aishela veut aussi aider, mais Siluka la prend dans ses bras par derrière et Théo décide de les laisser exprimer leurs sentiments en privé. Pendant ce temps, les nobles et les surhumains déchaînés ont tous été vaincus après un combat qui a duré toute la nuit. Alors que les chefs observent les soldats et les nobles tomber, Théo se demande si les armoiries de l'empereur constituent vraiment une telle menace pour l'Académie de magie qu'ils iraient jusque-là. Alexis veut aussi connaître la réponse, mais Marion pense qu'en ce moment il devrait se concentrer sur la défaite de l'Académie de magie. Abbas pense qu'ils ne sont pas prêts à les combattre encore, mais Théo croit qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il affirme qu'ils ont le soutien des masses et ordonne à ses troupes de marcher vers l'Académie dès que possible. Pendant ce temps, l'Église a également décidé de rejoindre la guerre. Le pape déclare que les nobles sont tous inutiles, et qu'ils ne font que se faire la guerre les uns aux autres. Il est Théo plus que tout, car il est le chef des nobles, et il lui déclare une guerre sainte. Ironiquement, il utilise son blason pour créer un immense drapeau, et bénit ses subordonnés de la même manière que Théo. L'armée de l'Église rejoint bientôt le groupe de Théo, et tout le monde se demande pourquoi ils se sont soudainement retournés contre eux. Théo pense que l'Église doit être associée à l'Académie de magie parce que leur timing est trop suspect, et il les empêche d'atteindre l'Académie. Abbas a découvert que l'armée de l'Église ne compte que quelques milliers de soldats et de mercenaires, mais qu'elle a un grand nombre de fidèles, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Théo ne veut pas faire de mal à des civils innocents et Lassac se porte volontaire pour accomplir ce sale boulot en son nom. Priscilla déclare soudainement qu'il n'est pas nécessaire de se battre car ce n'est pas la volonté de Dieu. Elle veut rencontrer le pape pour le convaincre de s'arrêter, mais Théo pense que c'est trop dangereux. Il croit que le pape l'attaquera parce qu'elle est la véritable propriétaire du Saint Graal, mais Priscilla affirme qu'elle doit lui parler et accomplir son devoir. Siluka est d'accord avec Priscilla et pense qu'il devrait la laisser parler au pape car l'armée de l'Église les attaquera tôt ou tard et il sera mieux qu'il puisse empêcher cela. Théo ne veut pas la laisser s'exposer au danger, seule, et Siluka se porte volontaire pour l'accompagner. Pendant ce temps, le pape tient une réunion avec ses commandants qui pensent que le moral de leurs fidèles est bas parce qu'ils hésitent à combattre Théo, considéré comme un héros. De plus, comme Priscilla le sert, beaucoup de gens sont enclins à soutenir Théo. Le pape veut savoir s'ils peuvent gagner et ses commandants pensent que ce sera impossible. Cependant, ils ne veulent même pas gagner. Un homme affirme qu'ils peuvent laisser leurs fidèles se faire massacrer par l'Empire, l'armée, et cela nuira certainement à la réputation de Théo. Le pape apprécie son idée et leur ordonne d'attaquer l'armée impériale avec leurs fidèles le lendemain. D'un autre côté, Théo souhaite à Siluka et Priscilla bonne chance alors qu'elles partent négocier la paix avec le pape. Siluka utilise maintenant un balai qu'elle a reçu des sorcières blanches pour l'aider à mieux utiliser sa magie. Aishela et Irvine les accompagnent également comme leur garde et Théo leur dit à toutes les deux de revenir vivantes. Elles partent avec cela et arrivent bientôt au camp de l'église. Le pape les attend avec suffisance, et Siluka l'informe que Théo ne souhaite pas le combattre et que son seul objectif est de détruire l'Académie de magie. Le pape dit qu'il est prêt à accepter cela, mais il veut que Théo lui remette toutes les crêtes de l'armée impériale, car il croit qu'elles appartiennent à Dieu. Il affirme que quiconque monopolisera les crêtes sera puni.
Et Cilica répond qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Elle déclare que l'Église et l'armée impériale ont le même objectif, qui est d'éliminer le chaos en combinant toutes les crêtes. Les fidèles commencent à la croire, semant la panique chez le pape et ses hommes. Ils l'accusent de accent aigu et s'informer ses fidèles, mais ensuite, Priscilla prend la parole pour appuyer les propos de Théo. En découvrant son visage, le pape se met à transpirer, à grosses gouttes car il sait qu'elle dit la vérité. Priscilla explique à la foule que Théo souhaite sincèrement apporter la paix à tous et qu'il est disposé à soutenir l'Église dans cette démarche. Elle affirme que le fondateur de l'Église a clairement indiqué qu'il ne fallait pas essayer d'imposer ses croyances religieuses à quiconque, et la foule la croit. Alors que la situation tourne en sa faveur, Priscilla montre son blason et, en le voyant, les fidèles de l'Église réalisent qu'il s'agit du véritable Saint Graal. Émus aux larmes, ils s'inclinent devant elle et la reconnaissent comme leur chef. Priscilla leur dit que Théo est le seul capable d'apporter la paix au continent et demande à chacun de le soutenir. Pendant que le pape est encore figé, un de ses commandants lui dit de reprendre ses esprits car, à ce rythme, la jeune fille va lui prendre sa place. Il demande ce qu'il doit faire et le commandant lui dit de la tuer et de faire en sorte que son blason se transforme en une sphère d'énergie chaotique, car cela brisera la foi du public en elle. Le pape se met à applaudir en marchant vers Priscilla. Mais Irvine et Aïchela ont déjà deviné ses intentions. Le pape déclare qu'il aidera Théo dans ça, et demande à Priscilla de lui apporter son soutien. Elle le regarde avec des yeux vides, consciente de son sort imminent. Le pape sort un couteau et alors qu'Irvine se précipite pour l'arrêter, Priscilla lui ordonne de s'arrêter du regard. Elle laisse le pape faire semblant de l'embrasser et il la poignarde. La panique s'empare de tous lorsque Priscilla s'effondre et le pape ordonne à ses soldats d'arrêter Séleucus tout en déclarant Priscilla hérétique. Aïchela perd son sang-froid et attaque les chevaliers, mais Séleucus la retient car si elle tue le pape, il n'y aura aucun moyen d'éviter une guerre avec l'Église. Le pape déclare que la sainte crête de Priscilla est un faux, et se transformera en une sphère de chaos après sa mort. Cilica rétorque que c'est la loi de la nature, mais Priscilla lui dit de ne pas être triste. Elle affirme que c'était son véritable devoir, qu'elle devait accomplir et tandis qu'elle meurt, au lieu du chaos, une énergie divine se libère de son corps. Cilica tombe à genoux en voyant son ami mourir et tandis que les soldats de l'église dégainent leurs épées, elle se relève et s'adresse aux fidèles, leur demandant s'ils n'ont pas vu le péché commis par leur pape à l'instant. Elle l'accuse d'être un imposteur et le pape ordonne à ses soldats de les attaquer. Aïchela charge et tue les soldats attaquants, Irvine la rejoint. Il défait tous les soldats avec aisance, puis la crête de Priscilla commence à briller encore, plus intensément au lieu de se transformer en sphère de chaos. Les disciples s'exclament que c'est la vraie affaire et même le pape réalise qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie en la tuant. Le commandant lui dit d'absorber la crête et de devenir la propriétaire du véritable Saint Graal pour être utile à l'organisation secrète. Mais le pape en a assez maintenant et il lui ordonne de la tuer à la place. Alors que le commandant s'apprête à le frapper, Irvine arrive sur les lieux et le sauve pour l'utiliser plus tard. Le commandant s'enfuit et Cilica empêche Irvine de le poursuivre, car c'est inutile. Elle lui demande plutôt d'appeler Théo. Il s'en va, puis le pape tombe à genoux. Cilica s'adresse aux fidèles et leur dit que tout ce que Priscilla a dit était vrai et que Théo sera celui qui unira toutes les crêtes. Alors que Théo reçoit la nouvelle de la mort de Priscilla, il pleure de rage, comprenant qu'elle savait qu'elle devait mourir pour rallier les fidèles de l'église à sa cause. Il se dirige ensuite vers la base de l'église avec Lassig, Irvine et les jumeaux. Il a toujours le cœur brisé par la perte de Priscilla et Lassig lui dit que beaucoup de leurs alliés mourront dans la guerre contre l'Académie de magie, mais il doit rester en vie en tant qu'empereur. Théo arrive bientôt à l'église et pleure Priscilla avant d'absorber son Saint Graal. Alors qu'il recueille le Saint Graal en lui, il entend sa voix lui demander de porter la paix dans le monde et laisser chacun vivre heureux. Siluca annonce alors à tous que Théo est désormais le détenteur du Saint Graal et le véritable représentant de leur dieu, et tout lui jure allégeance. Il aperçoit ensuite le pape et demande à Siluca de l'interroger, seul car il ne veut même pas voir son visage. Sur ce, Théo prend le corps de Priscilla et se dirige vers son camp. À l'Académie de magie, le directeur s'entretient avec sa supérieure, une femme mystérieuse nommée Pandore, qui lui dit qu'il ne doit pas laisser l'air du chaos prendre fin car cela mènerait à la fin du monde. Le roi vampire fait également son apparition peu avant que son serviteur ne les informe que l'armée impériale est arrivée aux portes de la ville. Le directeur ordonne que l'arme la plus redoutable de leur arsenal soit déployée dès le début, et même le serviteur en est terrifié. Dehors, Théo observe l'Académie de magie, qui n'est rien de moins qu'une forteresse. Il se souvient du sacrifice de Priscilla et jure de ne pas le laisser en vain. Il ordonne à la reine Mamie et à Alexis de mener l'armée à l'avant et dit à Lassig qu'il est son atout dans cette bataille, vous devez donc attendre patiemment son tour.
Théo ordonne à son armée d'attaquer, mais avant qu'elle ne puisse le faire, un cristal magique géant descend de l'académie de magie. Le magicien de la Cycle le regarde et le reconnaît comme le légendaire monstre Cyclope-Borgne qui a presque détruit l'académie de magie avec sa tribu par le passé. Ils ont réussi à le sceller après de nombreux sacrifices et ont réalisé de nombreuses expériences dessus. Les magiciens de l'académie entourent le cristal magique et annulent le saut sur le Cyclope. Alors que le monstre est libéré, il brise ses chaînes et tue les mages qui viennent de le libérer. La Cycle se met à trembler, pris entre l'excitation et la peur, et demande à son mage comment ils peuvent vaincre le Cyclope. Le mage dit que ce serait un suicide, mais la Cycle lui ordonne de trouver un moyen. Il révèle que par le passé, les mages l'avaient vaincu en utilisant une lentille géante pour brûler son œil, et la Cycle lui rappelle qu'il est lui aussi un expert dans le maniement de la magie de la lumière. Le mage soupire en acceptant l'ordre de son maître et dit qu'il doit vaincre le Cyclope seul. Le message parvient à Théo et tandis que Silica pense que ce n'est pas une bonne idée, il sait que la Cycle n'arrêtera pas même s'il le lui demande. Silica remarque que la Cycle est l'un de leurs guerriers les plus forts et qu'ils ont besoin de lui pour gagner la guerre, et Théo répond que c'est exactement pourquoi ils ne peuvent pas l'empêcher de combattre le Cyclope. Pendant ce temps, la Cycle mène un petit groupe alors qu'il poursuit le monstre et se porte volontaire pour le distraire pendant qu'il prépare un moyen de s'en occuper. Il affirme que son maître Théo a rendu des miracles possibles et est devenu empereur, et qu'à présent, c'est à son tour de prouver qu'il est digne de le servir. Le monstre le remarque et la Cycle charge vers lui avec 2 de ses soldats surhumains. Il le disperse et le distrait pendant que le sorcier récite son sort pour concentrer un puissant rayon de lumière. La Cycle enchante son épée avec son blason et abandonne son bouclier en se précipitant vers le Cyclope et lui inflige une profonde blessure à la jambe. La bête est enragée et le poursuit, et un archer lui tire une flèche dans l'œil pour l'arrêter. La Cycle essaie de grimper sur le corps du monstre et vise à lui transpercer l'œil. Le Cyclope riposte et le repousse avant de le frapper avec ses 2 bras. Le mercenaire au corps de fer éloigne la Cycle du danger et encaisse le coup à sa place. Le Cyclope le capture et tente de le manger, mais il durcit encore plus son corps pour éviter tout dommage. La Cycle attaque et lui coupe un orteil, ce qui met le Cyclope encore plus en colère. Il fracasse le mercenaire au sol et le frappe à plusieurs reprises. Soudain, le sorcier dit à la Cycle qu'il est prêt. La Cycle attire l'attention du monstre et lance son épée. Pour le distraire tout en donnant le signal d'attaque à son sorcier, il tire un puissant laser dans l'œil du monstre, le rendant aveugle de façon permanente et le projetant au sol. La Cycle reprend ensuite son élan et enchante sa lance avec son emblème avant de grimper sur le monstre et de lui transpercer la poitrine de toute sa force. D'un puissant coup, il enfonce sa lance et tue le monstre géant. Le sorcier accourt vers la Cycle, épuisé, qui se précipite immédiatement auprès de Corps de Fer. Il constate que son cœur s'est arrêté et se met à pleurer pour lui, mais l'archer le tapote doucement, et Corps de Fer rejette sa carapace et se relève. Le sorcier est ravi de le voir vivant et il explique que son cœur et ses poumons s'arrêtent lorsqu'il se transforme en acier. Plus que tout, il s'inquiète pour les Cyclopes et apprend que la Cycle les a vaincus. L'armée impériale acclame la Cycle en l'appelant. Il rejoint le tueuse de géants et décide de se regrouper avec eux. De nuit, la prise de l'académie de magie commence avec Alex commandant les soldats. Silica dirige les mages et lance des boules de feu pour éclairer leur chemin tandis que l'armée avance à pleine puissance. Les troupes de l'académie leur tirent dessus avec des canons, mais elles ne réussissent qu'à détruire les tours factices. L'armée impériale suit une stratégie de guérilla, attaquant et se repliant rapidement pour éliminer les troupes de l'académie avant de leur donner l'occasion de riposter. Marion dirige ses chevaliers à arbalète plasma et ils attaquent l'académie, détruisant ses murs. Le capitaine des troupes de l'académie ordonne à ses hommes de continuer à tirer au canon et les force à persévérer même lorsque les canons surchauffent. Les canons finissent par exploser, infligeant des dégâts importants à leurs servants. Pendant ce temps, les troupes de l'armée impériale escaladent furtivement les murs et attaquent l'ennemi. Elles somment le capitaine de se rendre, et il obéit. La forteresse tombe, et le message atteint le directeur de l'académie. Il estime que même s'ils sont anéantis, il faut absolument s'assurer de tuer Théo, car après sa mort, les nobles seront à nouveau divisés et l'ère du chaos se poursuivra. Pendant ce temps, Théo observe une minute de silence pour tous ses soldats morts au combat avant d'ordonner la prise de la ville. Il veut lui aussi rejoindre la bataille mais Seleva lui dit que tout le monde a besoin de lui pour assurer la victoire et qu'il le sait très bien. Soudain, Théo et Seleva se retrouvent dans la forêt des ténèbres éternelles. Alors qu'ils se demandent ce qui se passe, Seleva regarde la lune rouge et comprend qu'ils ont été amenés ici par le roi vampire Dimitri. Heureusement, ils ont Irvine, Eshela et les jumeaux à leur côté et ils se dirigent ensemble vers le château du roi vampire.
Dimitri les accueille avec une performance de piano inquiétante et une pluie de pétales de rose. Il commence alors sa leçon sur la façon dont, à l'âge du chaos ultime, tout le monde a combattu ensemble pour soumettre le chaos. Après leur succès et la disparition du chaos, les humains ont commencé à se combattre entre eux. Dimitri demande à Théo de réfléchir à ce qui se passera si le chaos disparaît complètement et il répond qu'il y aura certainement de nombreuses guerres, mais que cela dépendra des humains de l'ère à venir. Le roi vampire déclare qu'il ne veut pas que la nouvelle ère arrive car il ne peut survivre sans le chaos. C'est pourquoi il veut vaincre Théo. Et Sheila est la première à s'approcher de lui et elle lui dit que même sans le pouvoir que le chaos lui a accordé, elle protégera sa sœur. Elle attaque Dimitri, mais il se retrouve soudainement dans un endroit différent, plein de crânes humains. Les jumelles loup-garou l'attaquent, Max jurant de venger sa mère, mais il continue à les esquiver sans effort. Soudain, le chef des loups-garous arrive sur les lieux et il a un cercueil avec lui qui contient le véritable corps du roi vampire. Il déclare que le Dimitri qui se trouve devant eux n'est qu'un clone, et que s'il tue le vrai corps, le clone disparaîtra. Dimitri rit dans un éclat de rire et les conduit dans sa dimension en créant des centaines de clones. Il rit du loup alpha qui lui dit que, même sans son corps réel, il survivra. Il ne lui fait pas confiance et poignarde le corps du roi vampire réel, qui se transforme en cendre et disparaît. Dimitri l'appelle un imbécile tandis que ses clones l'attaquent, et le chef des loups-garous continue de les découper. Les clones attaquent tout le monde et ils drainent leur force vitale rien qu'en les touchant. Ceux qui tombent en premier, puis Sheila baisse sa garde en essayant de protéger Siluga et se fait toucher par les clones du vampire. Erwin la suit et il ne reste plus que les 3 loups-garous. Il déchiquette les clones de Dimitri, mais il continue à en engendrer comme s'il était Naruto. Les frères et sœurs loups-garous utilisent un mouvement combiné pour attaquer le clone principal, mais ce fut une terrible erreur car cela donne à Dimitri l'occasion de les encercler et d'absorber leur force vitale. Tous les autres étant vaincus, il va voir Théo et Siluga en leur disant qu'il est temps de mettre fin au jeu. Il étend son domaine et laisse chacun sombrer dans une mer de chaos. Tout le monde perd son énergie en se noyant, et Théo tend la main à Siluga une dernière fois. Au moment où ils se touchent, le pouvoir de l'amour et de l'intrigue active une armure et le chaos est soudainement dissipé. Ils entendent la voix de Priscilla qui leur dit qu'ils vont bien et que le Saint Graal s'élève du corps de Théo, brûlant le vampire. Son illusion est brisée et tous retournent dans la pièce où ils se trouvaient au début. Théo réalise que Dimitri ne peut plus créer de clone et qu'il est temps de l'attaquer. Le chef des loups-garous le mord au cou, mais le vampire. Il le transperce de son ongle acéré alors qu'il s'envole. Les jumeaux l'attaquent, lui déchirent les bras et le projettent au sol. Théo désenchante son épée pour porter le coup final et transperce Dimitri en plein cœur. Il explose, l'énergie chaotique dans son corps devenant incontrôlable, et Théo est projeté. Il va bien, mais le chef loup-garou a perdu la vie dans le combat, et ses sœurs pleurent sur lui. Un des clones de Dimitri survit malgré sa faiblesse et sa misère. Théo laisse les jumeaux décider de son sort, et il le laisse partir en affirmant qu'il n'était pas celui qui a tué leur mère et leur frère, et il ne voulait être personne d'aussi faible. Le chaos de leur frère entre dans leur corps et quelques instants plus tard, tout le monde est de retour à l'académie de magie. Théo mène son armée et conquiert la cité académique. Il entre dans la salle principale, accompagné uniquement de Séleucos, et confronte le directeur de l'académie sur ses motifs pour empêcher la naissance de la crête de l'empereur. Le directeur lui dit de toucher la tour magique devant lui pour apprendre la vérité. Séleucos soupçonne un piège, mais Théo est déterminé à tenter sa chance et elle décide de le rejoindre. Il touche la tour qui les envoie soudainement dans un royaume d'ombre. Alors qu'ils se demandent où ils sont, Pandora se présente à eux et leur demande de ne pas mettre fin à l'âge du chaos. Ils lui demandent pourquoi ils devraient faire cela, et elle leur montre une vision de la civilisation hyper développée avant l'arrivée de l'âge du chaos. Théo et Séleucos sont ravis de voir un spectacle tout droit sorti de la fantaisie et ils pensent qu'ils pourront atteindre ce niveau un jour si l'âge du chaos prend fin. Cependant, Pandora leur dit que la civilisation qu'ils voient actuellement est une terre super futuriste. Les gens y atteignent un grand pouvoir grâce à la technologie, mais ils l'utilisent pour la destruction et a détruit les planètes à cause de la guerre. Pandora affirme que pour empêcher les humains d'atteindre une maîtrise de l'énergie ultime, qui dépasse même l'énergie nucléaire, il a été décidé de répandre le chaos à travers le monde afin que la civilisation ne puisse jamais se développer au-delà d'un certain point. De cette façon, elle croit que la Terre ne sera pas détruite et Théo n'est pas content d'entendre son raisonnement. Pandora s'estompe en répétant son message, qu'ils ne doivent pas laisser l'ère du chaos prendre fin. Théo et Séleucos se retrouvent de nouveau dans un hall, puis le directeur leur dit que c'est la raison pour laquelle l'Académie de magie veut empêcher la formation de la crête de l'empereur. Théo lui explique que même si le monde risque d'être détruit dans un futur lointain, à cause de la technologie, il ne peut pas laisser les gens vivants aujourd'hui être sacrifiés au chaos.
Il veut mettre fin à l'ère du chaos malgré tout, et Séleucus le soutient. À sa réponse et il met fin à ses jours en buvant du poison. Théo lui rend hommage, puis appelle Alexis, Marianne et le reste de ses alliés. Peu après, la ville est remplie à ras-bord de soldats et de personnes qui sont impatientes d'assister au couronnement de Théo en tant que premier empereur. Il s'adresse au peuple en leur annonçant qu'il œuvrera pour la paix et la prospérité de tous. Il demande à tous les nobles de lui soumettre leurs armoiries et jure de mettre fin à l'ère du chaos une fois qu'il aura créé les armoiries impériales. 3 ans plus tard, après que Théo eut apporté la paix à tout le continent, arrive enfin le jour tant attendu. Il va épouser Séleucas tandis qu'Alexis et Marianne sont sur le point de trouver leur happy end également. La cérémonie de mariage se déroule sans problème, et chacun célèbre l'union de leur héros. Avec cela, Théo rassemble toutes les crêtes et crée enfin la crête de l'empereur. Au moment même où elle se forme, le chat démon de Séleucas disparaît, et le chaos s'éteint partout dans le monde. Le monde retrouve la paix, sans chaos ni magie, et Théo quitte bientôt son trône et couronne Alexis à sa place. Il retourne ensuite à Sistinia avec Séleucas et règne sur sa patrie pour laquelle il avait entrepris son voyage, et ils vécurent heureux pour toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, vous adorerez ce loser, qui se réincarne pour devenir le héros le plus puissant.